Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Janine, je suis un indomptable. Un bronco indomptable. J'étais tout prêt, devant le micro, mes écouteurs, tout ça. Et j'avais pas pesé sur les pitons. J'ai 3 pitons sur lesquels peser. J'attendais. Après 11 ans, 3 quarts. 11 ans, 3 quarts. Non, ça se peut pas. Ça n'a pas paru. Pierre, ça n'a pas paru. Ben là, écoute, je vous félicite. Je t'entendais pas, puis j'entendais pas. Puis je parlais à Jean. Ah, je parlais à Jean-Christophe. Puis là, Jean me répondait pas. Ben là, je dis, comment ça fait que Jean me répond pas? Bon. Là, je regarde mes 3 pitons. Bon. Pierre, on va pardonner. Franchement, le rendu où nous en sommes, on pardonne. Non réhabilitable, non éducable. Mais ça colle à une certaine réalité de votre personnalité. Ben, faut croire parce que c'est pas la mauvaise volonté, là. Non. Pierre, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui encaissent. Encore, qui refoulent. Mais on ne peut pas les empêcher de penser. Alors, notre sujet aujourd'hui, comment vous manifestez votre ras-le-bol? Il y en a qui vont complètement, Pierre, se détruire. Il y en a ras-le-bol, ils sont tannés, ils sont écœurés, mais ça sort pas, ils s'autodétruisent. Puis il y en a d'autres, c'est au moment où tu t'y attends le moins, dans l'entourage, au travail, ça saute. Ouais. Ça saute et c'est imprévisible. Et tu peux pas savoir de quel côté ça va aller. T'as pas vu ça venir. Alors, comment vous manifestez avec ça le ras-le-bol? Ça vous allume-tu quelque chose comme réflexion, Pierre? Oui. Intéressant. Dans la sphère personnelle. Ouais. On l'a vu en politique, mais là, nous, on revient à la sphère personnelle. Des affaires qui tapent ses nerfs pendant des mois, des années. Puis un jour, personne n'a rien vu venir, puis là, ça saute. Alors, ça peut être des divorces, ça peut être je remets ma démission, ça peut être toutes sortes de choses. Je ne suis plus le traitement que mon médecin m'a prescrit. C'est fini, je suis tannée de souffrir. Des gens qui sont en phase avec en phase avancée de cancer, qui disent au médecin, c'est assez, c'est fini. OK? J'ai refoulé, j'ai encaissé, terminé, j'en ai ras-le-bol, laissez-moi vivre ce qui me reste à vivre. Bon. Alors, c'est des exemples. Ouais. Mais pour en arriver là, est-ce que c'est normal d'encaisser, Pierre, d'une certaine manière? Un peu. C'est normal. Sinon t'as le piton de la réaction à tous les 5 minutes, t'es en action. T'encaisses. Tout le monde encaisse. Mais il y a des limites où ça devient dangereux d'encaisser. Oui. Oui. En plein ça. Il faut l'évaluer, cette limite-là. Refouler, je t'écoute parler, là, puis je prends des notes. Ouais, supprimer. Ouais. Je vais te donner un exemple. C'est sûr, il y a des manœuvres à faire. Au niveau des réactions possibles, dénoncer, s'insurger, peut être une façon d'éviter une trop grande accumulation. Maintenant, dans certains cas, il est peut-être préférable de supprimer. Supprimer? De supprimer. Supprimer consciemment une pensée ou une réaction. Oui, ça peut être indiqué. Il peut aussi, il y a des mécanismes inconscients de protection du psychisme qui peuvent se mettre en branle et l'individu peut refouler inconsciemment. Okay. Ou l'enfant, l'individu, quand je dis l'individu, de tout âge. Mais à ce moment-là, Pierre, c'est à peine tu subis quelque chose, t'en es à peine conscient, c'est tellement insupportable que tu t'envoies ça direct dans l'inconscient. C'est ça. C'est ça le refoulement. Exactement. Il n'y a pas d'analyse, là. Oui, je vais te donner un exemple. On va partir d'exemples d'éléments qu'on peut facilement dénoncer et contre lesquels on peut facilement s'insurger. Dans le Journal de Montréal ce matin, il y a un comité des communes qui a produit un rapport sur l'obésité. Bon, une génération obèse. Le comité a fait une enquête, supposément une enquête qui a duré 9 mois. Il y a 9 mois de consultation, nous dit-on. Et pour en arriver à la conclusion que les enfants d'aujourd'hui vont probablement vivre moins longtemps que leurs parents parce qu'ils sont trop gros. Bon. Jusque-là, pas de problème. Alors, regarde bien qu'est-ce qui est dit.
Et avant de m'emballer, je vais simplement mettre la nuance. Peut-être que le type a été mal cité. Rob Merrifield. Ça, Robbie, là, c'est celui qui a présidé ce fameux comité. C'est un député conservateur. OK? Peu importe le parti politique, il a présidé un comité et voici ce qu'il dit. Nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. C'est marqué en gros caractères grands dans le Journal de Montréal à la page 27. Oui. Robbie, si c'est vraiment ce que t'as dit, Robbie, t'es sauté sur le crinque. Ah, moi, tu sais, comme quelqu'un qui connaît bien le comportement humain, même si j'ai été radié, je demeure un expert connaisseur du comportement humain. Et je te dis, mon cher Robbie, non seulement t'es dans le champ, mais t'es dangereux. Mais il est peut-être pas psychologue, Pierre. Il a peut-être pas la fibre. Il se l'explique comme il se l'explique. Ben oui, mais Robbie, il est président d'un comité après 9 mois de consultation, puis il nous dit, il nous sort l'imbécilité, s'il a été bien cité, que nous pouvons tuer nos enfants avec notre gentillesse. Ben Robbie, là, va te dire une affaire. Bon, si c'est vrai ce que tu dis, t'es un gros cave. Parce que c'est impossible de tuer avec la gentillesse. Alors, change de discours, change de rhétorique, change de place, change de job. Faites quoi, Robbie, mais décrisse parce que t'es pas à ta place. Si c'est vrai, si c'est vraiment ça que tu dis. Bon, puis s'il voulait dire, OK, nous tuons nos enfants parce qu'on leur refuse, on veut rien leur refuser, on veut pas de conflit. Si c'est ça qu'il voulait dire... Par lâcheté. Mais pas par gentillesse, c'est ça. Tu veux rien refuser à tes enfants. OK, c'est sorti par comme incompétence. Ça. Qui me disent qu'il y a beaucoup de parents incompétents, qu'il y a beaucoup de parents nonos, qu'il y a beaucoup de parents immatures. Ben oui, c'est évident. Ça fait longtemps que je le dis, Janine. Mais viens pas me faire suer, Robbie, avec une imbécilité. Nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. Mais ça marche pas. Vous vous insurgez comme ça, Pierre. C'est parce que ça peut être interprété d'une bien drôle de façon. C'est pour ça là, que vous réagissez comme ça. Janine, tu dis, la gentillesse n'a jamais tué. Ben voyons si la gentillesse tue. C'est parce que ça prend-tu un innocent pour aller déclarer une niaiserie comme ça? C'est parce que ça pourrait être interprété, Pierre. Ça pourrait être interprété, cessez d'être gentil avec vos enfants. Mais Janine, c'est catastrophique. Janine, c'est méprisant. Je sais. Et les enfants sont gros parce qu'on les méprise. Le cave n'a pas compris. Les enfants sont gros parce qu'ils se sentent méprisés. Parce que leurs parents ne sont pas gentils avec eux. C'est le contraire, le cabochon. Alors ça, c'est un exemple. Je voulais simplement donner un exemple d'absence de refoulement. Au lieu de refouler ou de supprimer, on dénonce et on s'insurge contre l'imbécilité. Et je peux vous assurer, chers auditeurs, que ça fait du bien. Alors, je t'écoute. Non, Pierre. OK. Ben, j'ai fait de l'exercice. Okay. Oui, vous l'avez fait. Calvaire, ça fait du bien. À fond de train. Alors, c'est un défoulement. Ça vous a purgé de lire ça, puis vous expliquer pourquoi. Oui. C'est bon. Alors, un exemple. Ensuite. De toute façon, c'est pas sûr. Vous faites. Ensuite. Tu sais, parce qu'il y avait un article ce matin, en tout cas, le retour du refoulé. Bon, oui. Correct? Oui. Il y a des gens, ils ne disent rien, ils disent jamais rien, oui. Mais ils sont loin d'être nuls. Ils sont loin d'être nuls, ils ont les yeux qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, il y a une analyse qui est faite, puis un jour, ça sort. Oui. Ça sort. Bon, alors, ces gens-là, on peut pas dire que c'est des gens qui refoulent. Ils sont très conscients, mais ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire passer leur frustration ou leur ras-le-bol, non? Sois prudente, là. C'est parce que les individus qui refoulent explosent périodiquement. Et ils sont dangereux dans leur moment d'explosion. Attention, là, c'est pas sain, ça, là. Mais est-ce qu'ils explosent, Pierre, sur ce qui les agresse ou sur n'importe quoi d'autre? Non, c'est souvent ça, là. Les individus refoulés n'explosent pas dans les bonnes circonstances. Ils explosent sur d'autres éléments. Exemple, les individus qui sont refoulés au travail vont exploser sur la conjointe ou sur les enfants. Ça, c'est moins chic. Et ils sont pas conscients. Maintenez-vous ça, Pierre. Ils ne sont pas conscients de ce qui leur impose frustration. Tout mécanisme de répression ou refoulement. Répression ou refoulement, c'est un mécanisme psychologique qui se produit à l'insu de la personne. C'est un mécanisme de défense inconscient. Alors, répression, refoulement, c'est inconscient. Suppression, alors, je suis en beau maudit, OK?
Je suis un beau maudit, mais je décide que c'est pas le bon moment d'exprimer ma colère. Oui. Je la supprime, mais je me dis, calvaire, quand je vais avoir ma chance, celle-là, là, il va passer dans le tombeur. Donc, vous jouez pas l'autruche, là. Non. C'est ça. Vous êtes très conscient. Suppression. Bon. Tu comprends? La réaction, mais Oui. pas l'idée. Il y en a une gang qui m'ont écœuré depuis quelque temps, là. Fait que j'ai supprimé, non pas les individus, mais j'ai supprimé la colère de ma réaction. Mais ce n'est que partie remise, parce que la vengeance est un mec qui se déguste froid. Et hier, je me suis permis quelques solides jabs. Bon. Alors, Pierre. Tu me suis? Je vous suis. Alors, suppression par rapport à répression. Répression, des individus ravalent, refoulent, par exemple, surtout dans les relations conjugales. Énormément de répression dans les relations conjugales. Un des deux, généralement la femme, est dominante, elle l'écœure, elle y sert des propos méprisants, du style de Robbie, là, Robbie le cave, là, tu comprends? Okay. Robbie, nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. Tu sais, des imbécilités comme ça. Puis là, le gars, il dit pas un mot, puis il refoule. Puis à un moment donné, quand il rencontre un gars chose à la taverne qui accroche l'épaule, puis il sac un coup de poing. Tu comprends? Alors, répression, refoulement, inconscient et coup de poing qui avait vraiment pas sa place. Alors, comment vous manifestez votre ras-le-bol? 790-0224, 1-800-667-5241. Comment est-ce que vous manifestez votre ras-le-bol quand vous en avez plein les jottes? 790-0224, 1-800-667-5241, puis on va tout de suite à Diane. Bonjour Diane. Oui, bonjour. Oui, bonjour Diane. Avant de commencer mon point, j'aimerais vous dire que je veux vous remercier pour les 3-4 pouces de coups de plus que j'ai. Merci. Une élongation de la colonne vertébrale? Ouais. À la verticale? Oui. Bon. Et puis, je vais vous dire que ce matin, à Radio-Canada, la radio, émission que Christiane Charette, il y avait le docteur Lamontagne qui était invité là. Et Christiane Charette a fait un intéressant lapsus à 2 reprises en l'appelant le Doc Mayou. Non! Oui. Il y a combien de temps de ça? Ce matin. Non, vous n'êtes pas sérieuse? Ah oui, je suis très sérieuse. Ben oui, voyons! Et puis ça amène un peu mon sujet parce que j'étais au volant. Et puis, depuis que je suis votre tribune, je réagis à voix haute à ce que j'entends qui est énorme, là, vous savez. Parce que j'ai appris, là, j'ai mon discernement qui est activé, là, depuis, son piton est à on, là, depuis que je vous écoute, là. Ça fait que, j'étais là, puis, à chaque fois qu'il disait quelque chose, j'étais là, voyons, ça n'a pas de bon sens. Prétendant que vous l'auriez accusé de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Mais c'est pas ça que vous avez dit. J'ai entendu correctement, vous avez mentionné qu'il a fait une fausse déclaration. Exact. Il a menti à la population sur les effectifs. Bon, et j'ai la preuve enregistrée. Expliquez-moi comment ça fait que moi, une citoyenne anonyme, je comprends ça, puis lui, il comprend pas ça. Ben, c'est parce qu'il y a du monde plus allumé que d'autres. Et Yves n'est pas un individu qui comprend très vite. Faut y expliquer. Si j'avais la chance de lui expliquer en personne, il finirait par comprendre. Mais c'est pas un individu particulièrement allumé. Il est pas vite. Il comprend, mais il faut y expliquer. Alors, il y a d'autres qualités. Alors, pourquoi pas se rendre à l'évidence que vous l'avez, M. Mayou, puis il y a personne qui vous arrive à achever au niveau de l'écoute. Au niveau du service, je trouve ça d'une tristesse que vous n'ayez pas... en tout cas, que vous ayez passé à travers ça, là, mais je comprends que la période de temps que vous allez prendre, ça va être pour vous défendre aussi. Là. Oui, non, soyez pas triste, parce que j'aime ce que je fais. Oui. J'aime ce que je fais. Je l'avais prévu, je l'avais anticipé. J'ai fait ombrage à beaucoup de monde. Oui. Écoutez, la semaine dernière, en plein dernier droit de la campagne électorale, ma face a été 2 fois à la une du Journal de Montréal. Bon, il y a des statistiques là-dessus, hein. La semaine passée, vous avez été 0,81 il y a des statistiques là-dessus, là. Sur la présence de votre popularité, là. Ah oui. Comparé alors, oui. Mais c'est intéressant. Et Yves Lamontagne est un individu auquel je fais singulièrement ombrage. Encore ce matin, il a écrit une lettre imbécile dans l'opinion des lecteurs dans le Journal de Montréal. Une analyse politique. Il finit par têter de l'argent. Je prétends qu'il y a trop d'argent dans le système de santé. Il en manque pas. C'est nono, ce tétage public-là. Tout ça,
ceux là qui sont contre vous dans le moment, ils sont en train de se caler. Laissez-les faire. Ça va, comme on dit, ça Je va. les aime en gang. Parce que oui, seulement un, c'est pas le fun. Non, Je suis rendu au point dans ma vie que seulement un adversaire, c'est pas correct. Astérix de Trois-Rivières. Non, mais j'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous avez pas connu mon père, vous autres. Il avait une 3e année, mais il avait une maudite gueule. Et je l'ai vu haranguer des groupes. Il était président de la commission scolaire. Imaginez, le gars une 3e année. Il a fait face, à un moment donné, à une grève des enseignants. Des enseignantes, des enseignants. En tout cas, il te les avait passés dans le tordeur verbalement. Ça n'était vraiment drôle. Fait que j'ai de qui retenir un peu. Puis c'est comme ça. Oui, mais vous avez les mots qu'il faut aussi, là, parce que ça prend... c'est ça que je veux dire. Il y en a pas beaucoup. Ça avait été télévisé hier, les débats, là. Vous capoteriez aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça être là. Oui. Je dois dire bien... C'est à huis clos, Pierre? Est-ce que c'est à huis clos? Non, les journalistes sont là. Non, il s'agit de lire. Allez sur Internet et lisez l'intégrale de l'article paru dans le Nouvelliste sous la plume de Nancy Massicotte. C'est elle qui a fait le meilleur reportage. Le plus fidèle à ce qui s'est passé. Et seulement à travers ces mots, vous allez voir que... Bon, vous voyez, c'est ça, là. C'est mettre les bons mots. Oui. C'est comme ça qu'on se développe. Exemple, j'ai prétendu que dans le comité de discipline du Collège des médecins, je n'étais pas jugé par des pairs. Oui. J'étais jugé par des collègues et non pas par des confrères. Exact, ça c'est sur Internet. Le prévôt, l'avocat du syndic, comme Yves Lamontagne, pas subtil, sont épais un peu. Exact. Pas compris la différence. Exact. Un collègue, un médecin, on fait partie du même collège. Oui. Mais à l'intérieur, il y a des confréries de spécialité. Oui, c'est ça que vous avez. Un père, pour moi, c'est un psychiatre. C'est pas le plus grand psychiatre, c'est un psychiatre. C'est quelqu'un qui est diplômé. En tout cas. Et puis, c'est ça que vous avez, parce qu'en votre capacité d'écoute, il y a de capable de détecter ce que l'autre n'a pas compris. Ouais, ben oui. Mais ça... C'est important, ça. Ben oui. Ou qui veut pas comprendre. Ou qui veut pas comprendre. Parce que là, Yves Lamontagne, j'ai porté plainte contre lui au niveau du syndic pour avoir menti à la population sur les effectifs médicaux. Oui. OK? Oui. Alors là, il fait quoi avec ça, le gars? Oui. J'ai porté plainte contre lui et j'ai la preuve. C'est tout enregistré parce que ses propos ont été enregistrés à la radio de Trois-Rivières. Oui. Alors, il a faussé ses propres chiffres qu'il avait dans son rapport que j'ai pris sur Internet, sur le site du Collège des médecins. Oui. Mais ça, il n'en parle pas. Ben, le gars, il est dans le trouble. Il va faire quoi avec ça? Ben oui. Il a menti sciemment. Oui. Parce qu'il les connaît. Ses chiffres, c'est lui qui les publie. Bon, alors, là, il a minimisé, il a tronqué. En tout cas. Vous manifestez, Diane, vous manifestez votre ras-le-bol comment? Moi, c'est arrivé ce matin, là. Il y a des fois, c'est ça, là. C'est que ça devient rouge dans le piton en haut, hein. On sent qu'il y a de la stime, là, hein. Oui. Ça fait que, avant de faire ça, je me dis, c'est comme si j'avais comme pas un blackout, là, mais il y a comme un précipice, là. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Il faut que je parle à quelqu'un, ou ben donc, il faut que je passe à l'action. J'ai rencontré la doyenne du département où ce que j'étudie ce matin. Oui. Je m'assieds avec elle. Je lui demande de prendre 5 minutes pour m'écouter parler de moi. Alors, je raconte mon histoire. Je sors du bureau, j'ai placoté, mais je me sens pas satisfaite. C'est pas une personne... Elle a les yeux sur la balle, mais c'est jamais comme vous, M. Mailloux. Est-ce que vous étudiez en psychologie? Oui, madame. C'est ça? OK. Alors, ça vous déçoit? Ça vous déçoit? Parce que là, je me suis habituée, moi, depuis 2 ans, à écouter cette tribune-là, puis à écouter M. Mailloux, puis à être direct sur la balle. Puis quand c'est pas direct sur la balle, je perds mon temps. Puis c'est important. C'est important. C'est important, puis c'est le fun. Puis c'est le fun. Mais tu vas en psychologie pourquoi? Tu vas en psychologie pour ça? Pour écouter les autres, pour essayer dans le discours d'abord laisser l'effet miroir. Alors, puis ensuite, peut-être mettre sur la trace, la piste de quelque chose, je ne sais pas. Diane, on va améliorer notre coffre d'outils un petit peu. Oui. Vous avez mentionné quelque chose. Vous avez dit, lorsque je viens rouge, OK, la stime me monte et j'ai 2 possibilités. Oui. Action ou parler. Oui. Hein, c'est bien ce que vous avez dit? Oui. Il y en a une 3e, il y en a d'autres. OK. C'est qu'on peut supprimer cette colère-là temporairement. C'est ça qui m'a fait vous appeler, parce que vous avez mentionné ça tantôt.
Supprimer la colère. Temporairement. Je voulais élaborer là-dessus. Oui, supprimer temporairement. Oui. Et c'est un mécanisme, c'est le seul mécanisme psychologique, le seul mécanisme de défense conscient. Les autres sont tous inconscients, c'est-à-dire survenant à l'insu de la personne. Bon, alors supprimer, tu vois, tu ressens une grosse colère, une grosse émotion, tu peux la supprimer. Pour certains, c'est difficile en Moses, ça. C'est une grande émotion, la colère. Diane et Janine, là, il va falloir que les femmes au Québec s'habituent à ça. Oui. Okay? Puis je le dis pas de façon méprisante. Mm-hmm. Parce que vous reflétez bien les attitudes féminines usuelles. Okay. Action ou parler? Oui. Non. Ça peut être action, ça peut être parler, et ça peut être se taire. Il y a une troisième. Et là, il faut éduquer les gamines à ça, les fillettes à ça. Et pendant que je me tais, j'observe, je respire, je prends mon gaz égal. Yes. Et on peut élaborer ce que j'appelle, moi, une stratégie d'enculage. Donc, t'arrêtes pas de penser, parce que c'est là la nuance. Vous savez, ne pas oublier que l'anus est la partie la plus sensible de l'être humain. Il s'agit d'avoir eu une hémorroïde dans le derrière pour comprendre ça. Oh, ça, j'aime ça. Bon. Merci. Alors, vous partez avec 3 armes. Ah, c'est ça? La troisième, là... Puis oui, je crois fermement que les attitudes féminines peuvent s'améliorer eu égard à ça. Et vous n'aurez pas le choix, mesdames. D'accord. Vous allez être obligés d'avoir au moins ces 3 attitudes possibles-là. Et non pas juste action ou aller parler. Exact. Mais vous dites très bien, Pierre, se taire temporairement, ne pas arrêter de réfléchir dans sa tête. Non. Supprimer temporairement la colère. Ouais. Oui. Et puis on peut observer aussi à qui, parce que là, moi, mon chemin, là, il est comme un petit peu plus clair, là, à qui parler. L'astuce, comme vous expliquez depuis les derniers temps, là. Et à l'occasion, la ruse. Mais c'est pas tout le monde qui peut écouter, puis ça, il faut le réaliser aussi. Je suis pas avec la bonne personne, par exemple. Mais c'est de ça que je vais m'ennuyer, là, c'est de pas vous écouter. Non, mais Diane, vous touchez le cœur de mon côté subversif pour une société. Ben oui. Tout est là. Puis, il a prétendu ce matin que le docteur Lamontagne, que lui, il n'avait pas pris ça, une tribune comme ça, parce qu'en 3 minutes, on ne peut pas régler les problèmes du monde. Diane et Janine, André Chevalier m'aurait mentionné en 1995 que Yves Lamontagne lui-même avait sollicité, lorsqu'il avait entendu parler de ce projet-là. Si ma mémoire est bonne, c'est André Chevalier qui m'a parlé de ça, que Yves Lamontagne avait sollicité la possibilité de faire la tribune l'après-midi. Mais là, ça fait 12 ans. Et de 11 ans 3/4. Non, mais c'est ça. Deuxièmement, rendu compte qu'on ne peut pas régler les sorts du monde en 3 minutes. Deuxièmement, j'avais suggéré Yves, parce que Yves faisait de la TV à l'époque. Il était plate, il avait été remercié, mais il voulait faire de la TV. Bon. Diane, vous savez... Bon. Alors, comment on manifeste notre ras-le-bol? Comment vous manifestez un trop-plein? Le ras-le-bol, 790-0224, 1-800-667-5241. Comment est-ce que vous manifestez votre ras-le-bol? Est-ce que vous le faites des fois à regret? Je le fais, puis j'aurais pas dû, ça a dépassé ma pensée, ou bien ça soulage, puis peu importe les conséquences, quand vous arrivez là au bout de la corde, comment vous manifestez ça autour de vous, milieu de travail, maison, partout? 790-0224, 1-800-667-5241, on va à Sylvie. Janine, juste un petit mot, parce que c'est extrêmement lourd de conséquences et très subversif ce que Diane a amené. Parce que ça a permis de conscientiser différentes attitudes à notre portée. Exemple, on est en beau fusil, on est furieux, la stime nous sort par les oreilles. Bon, 3 attitudes possibles au moins. 1, réagir sur le champ. OK? Oui. Possible. Deuxièmement, une possibilité, c'est de se mettre à pleurer ou d'aller confier sa peine et d'aller ventiler son petit cœur à une amie ou appeler sa mère ou son chum ou des patentes comme ça. Oui, puis tu ne défoules pas à la bonne personne. Tu parles pas à la bonne personne. Non, ventiler, j'ai pas dit défouler, ventiler, parler. Tu sais, et toutes les logs, là, la psychologie féminine psychopop invite, ne gardez rien sur votre petit cœur. Quand vous avez de la grosse pépine, dépêchez-vous d'aller confier ça à une amie. Ouais.
Oh, Janine! Ouais, sauf que, Pierre, quand tu as une émotion, ça veut pas dire que le dossier est rendu au bout. Il y a peut-être encore des petites affaires que tu dois encaisser avant d'aller au bout toi-même de ta réflexion. Et si tu t'épanches à chaque étape, t'arrives jamais, t'enlèves la pression, mais t'arrives jamais à voir globalement où est le problème. Alors, je vais retenir ton expression s'épancher. Oui. OK? Alors, parce que j'avais utilisé le mot ventiler le petit cœur. C'est correct s'épancher, aussi, hein? synonyme. Oui, c'est différents mots qui réfèrent à la même chose. Alors, réagir sur le champ, c'est une attitude possible. Parler, ventiler, s'épancher, ventiler son petit cœur. Troisièmement, supprimer temporairement l'émotion. Hey, là, je suis en beau tabarnak, mais il y a une affaire. C'est peut-être pas le temps de réagir et c'est peut-être pas le temps d'aller ventiler mon petit cœur, d'aller m'épancher. C'est pas mûr. C'est peut-être pas le temps. Peut-être que j'aurais avantage à taire l'émotion qui m'anime et à penser à une stratégie d'enculage. Bon. Alors, Pierre, on parle à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Janine. Bonjour, Prof. Mayou. Bonjour, Sylvie. Oui, c'est très didactique. Oui, effectivement. Non, là, Sylvie a ouvert une... Écoutez, c'est une étudiante en psychologie. On n'est pas dans le ramassage des poubelles, là. Et oui, on peut s'apprendre mutuellement des choses, oui. Et notre tribune a eu définitivement un aspect didactique important. Alors, on vous écoute. Bon, ben moi, en premier, je vais vous dire mes hommages à Janine. Merci pour l'écoute. Ça a été très agréable. Souvent, vous avez pris notre défense, au moins essayé. Mais je sais que nos auditeurs sont faits forts. Parce qu'ils ont continué d'appeler. Oui. Bon, on ne peut pas toujours être d'accord. Non. Hein? On a notre caractère aussi, là. Wow, et puis c'est correct. Moi, je veux dire que quand j'en ai ras le coco, là, je m'en vais sur un nowhere. Je sac mon camp, je m'embarque dans mon char, puis gagne, je m'en vais. On va réfléchir. On the road again. Ouais. Oui. Parce qu'avant, je lançais à bout de bras, je criais. À ça, je me suis calmé. Je m'en vais réfléchir. Après ça, quand je reviens, ben là, je me suis calmé, puis on peut parler plus posément. Hein? Donc, c'est pas bête comme idée, Sylvie. Quel âge avez-vous? 50. Ouais, c'est pas bête comme idée. C'est ce que je fais, ça fait du bien. Oui. Comme ça, ben, on se calme. Le sang descend. Vous savez, Sylvie, c'est le résultat qui compte. Mm-hmm. Souvent, on insiste, on veut nous vendre des recettes moyennes sans tenir compte des résultats. Quel résultat apporte votre approche? Vous apporte votre approche? C'est souvent la meilleure, mais il faut le reconnaître, ça. Il faut se donner le droit. J'ai peut-être une meilleure solution pour moi-même que n'importe qui peut avoir pour moi. Mm-hmm. Exact. Vous prenez la voiture. Et vous ne pouvez pas suggérer à quelqu'un d'autre de faire ça parce que pour quelqu'un d'autre, ça peut être une source d'irritation. Alors chacun, vous savez, l'être humain est divers. Oui. C'est pas pantoute une créature du petit Jésus, c'est un modèle unique, là. Oui. Sacrement, quand est-ce qu'on va dételer de ça et réaliser qu'on est le fruit de l'évolution, puis même si on se ressemble à l'occasion, on a des sacrés gros points de différence. Quand vous prenez le volant, là, il se passe quelque chose, vous prenez la route, là. Oui. Vous roulez. Vous roulez jusqu'à la fin. Je roule au moins pendant 1 heure de temps. OK. Avec de la musique classique. Oui. Non, c'est important, Sylvie. Tu crées une bulle dans une voiture, là. Ben, musique, chacun son bidule. Mm-hmm. Ouais. Alors, 1 heure en auto, musique classique, personne pour déranger, pas de casse-pied. C'est ça. J'ai besoin de ça. Puis après ça, je suis calmé. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Mais Depuis quand? Depuis combien de temps à peu près que vous faites ça? Ça fait à peu près 3 ans que je fais ça. Là. Et qu'est-ce qui vous a amené à utiliser ce moyen-là? Racontez-nous ça. Ce moyen-là, c'est par rapport... Bon, moi, j'ai suivi une thérapie, là. Oui. Et puis, j'avais parlé justement en thérapie comment j'étais par rapport face à des situations où j'avais de la misère à dealer, puis je parlais fort, je sacrais, puis je pitchais à bout de bras. Fait qu'on me dit, Gam, as-tu pensé à sortir de la maison? J'ai dit, ouais, on m'a essayé ça. Puis depuis, je le fais, mais c'est mieux. Bon. Attendez un peu, là, parce que c'est pas coutumier, ça, là. Qui vous avait suggéré ça? Oh, j'ai été en thérapie, moi, à Provo. Non, mais c'est une thérapie de groupe, une thérapie individuelle? Oui, non, une thérapie de groupe. Oh, parce que c'est rare, c'est pas coutumier, ça, comme moyen suggéré. Alors, vous rejoignez Diane avec la troisième attitude possible, qui est de supprimer temporairement la colère et d'aller développer soit refroidir l'accès
ou bien développer une stratégie. Ou bien carrément... Oui, vous avez raison. C'est peut-être les deux aussi, de développer une stratégie aussi. Ouais. Ben oui, parce que là, vous allez revenir calmer. Oui. L'accès émotionnel est refroidi. Mhm. Et vous allez être beaucoup plus en mesure d'utiliser ce que vous avez de capacité intellectuelle. C'est ça. Ça vous est arrivé, ça? Tu prends la Oui. voiture, tu décompresses, puis là, tout à coup, oups, je pourrais faire ça. Ça vous est Ouais. arrivé? Oui, puis même me dire, c'est vrai, je l'ai pris trop à cœur. OK? Mais pas non plus, c'est la faute de l'autre aussi. Je me regarde, là, je me parle aussi, là. Alors, quatrième attitude, Janine, Oui. possible, Oui. prise de distance. Oui. Oh! Oui. Prise de distance face à l'émotion. C'est ça. Oh! Oh! Tu t'éloignes, puis tu observes de loin. C'est Oh. ça. Ouais. Et une prise de distance face à l'émotion vive pour réaliser peut-être que l'émotion était plus ou moins appropriée ou quelque chose. Mais Ouais. c'est pas c'est ça, on l'impose ça dans l'éducation aux jeunes enfants parfois. Tu sais, tu t'exclus, tu mets l'enfant en dehors. Puis, bon, mais là c'est elle qui décide. Là c'est Sylvie qui dit elle-même je me sors je prends une distance. C'est pas personne qui lui impose. Non. Fait que c'est un bon outil qui lui est très très personnel. Intéressant, oui. Madame Sylvie. OK. Merci beaucoup. Merci En de tout cas, l'exercice. au plaisir de vous reparler. Ça pourrait peut-être arriver. Qui vivra verra. La patience. Hein, la palisse se dit que tant qu'on est en vie, on n'est pas mort. Oh, elle était vraiment de la palisse, celle-là. Une belle la palissade, hein? Oui. On s'en va aux À informations. l'occasion, il m'arrive d'aimer ça être nono. Alors, comment vous manifestez, vous, votre ras-le-bol ou vos états émotifs? Tu sais, vous en encaissez encore, puis à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Comment, face à cet élan-là, vous vous débrouillez? 790-0224, 1-800-667-5241. Quand vous en arrivez à avoir le ras-le-bol, bon, est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous vous épanchez? Est-ce que vous vous taisez en supprimant vos réactions pour mijoter votre affaire? Est-ce que vous prenez une... Comment vous réagissez? Puis peut-être avec des exemples. Pierre, je pense que c'est un thème, le ras-le-bol, là, qui peut éclairer tout le monde. Chacun a son petit bout. Chacun a été capable et a été à la hauteur de gérer un jour ou l'autre un ras-le-bol. C'est une chose. Oui. C'est une des rares choses qu'on peut gérer, sur lesquelles on peut s'améliorer. Oui. Alors, on peut s'améliorer dans nos attitudes. Nos traits de caractère, Janine, on ne peut pas les changer. Alors ça, ils sont innés. Pierre, traits de caractère, je le note, là, faut que vous reveniez là-dessus avant la fin de l'émission, c'est bien important. OK, Bertin. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour Bertin. Bonjour. En passant, je vous ai vu sur la route l'autre jour, 140, puis ça me fait plaisir de voir votre sourire. OK, moi, mon moyen de défoulement, c'est le sport. Je crie beaucoup le sport. Chaque fois que je vais faire du sport, je joue au volleyball, puis je crie, ça vient de l'intérieur. Puis quand j'ai fait mon sport, je suis vraiment défoulé, ça me fait du bien. Mm-hmm. Parce que je fais de la couffaine sévère. Oui. Puis quand les temps sont maussades, puis ils mouillent, ben c'est pire, c'est l'enfer. Fait que mon sommeil est perturbé. Il y a toujours c'est un bruit constant dans votre oreille. Exactement. Ça cille, c'est des cils. Oui, exactement. Les deux oreilles, Bertrand? Non, juste une. C'est un accident que j'ai eu dans les mines en Abitibi. Oui. Okay. Fait que c'est ça, c'est le seul moyen. C'est un bon moyen que j'ai trouvé. Fallait que je crie, fallait que ça sorte. Puis, passant ça, je devenais trop irritant. J'avais peur, justement, de rencontrer quelqu'un, là, puis qui me donne un coup d'épaule. Puis là, ça va sortir. Alors, vous, si je comprends bien, vous adoptez la troisième attitude, qui est de supprimer temporairement, et un exutoire. Exact. Alors, on supprime la colère, mais elle n'est pas refoulée. Elle est supprimée temporairement et exutée. C'est quoi le verbe d'exutoire? Pas exhumer, là, parce que ce serait l'inverse. Exuter. Tu le sors. Oui, sorti dans une activité sportive. Oui, c'est un bon moyen que j'ai trouvé. Alors, votre stratégie, vous, c'est ça. Parce que, Bertin, il y a des gens qui se mettent à boire. Okay, quand ils en ont ras-le-bol, ils s'en vont prendre une cuite, puis ça y est, là. J'avais jamais fait ça, vous, avec vos... J'y ai pensé, mais non, je garde ça pour les parties de famille chez nous. Est-ce que vous vous défoulez d'un party de famille?
ben je me défoule. C'est pas Alors, évident vous venez, chers amis, de faire référence à une 5e attitude. On vient d'en découvrir une 5e, qui est l'implosion. Exact. Drogue, alcool, implosion et régression. Alors, on régresse au niveau du mamelon et du biberon. Alors, on s'en va biberonner à la taverne ou dans un bar. Mais ça règle pas le problème. Non, l'implosion, ça règle jamais rien. La régression, pas souvent. Non. Mais crier au sport, oui. Ben oui. Exact. Oui. Avez-vous d'autres manières quand vous arrivez, là, vous êtes plus capable, là? Non, c'est la seule que j'ai pu trouver. Ça fait 4 ans que j'ai ce problème-là, puis c'est la seule que j'ai pu trouver. Sans ça, je devenais dépressif, puis il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'appelle souvent, je parlais du monde. Alors, la dépression est pas un synonyme, mais peut témoigner de l'implosion. Alors, c'est pour ça, c'est pas pour rien, c'est pas anodin ce qu'on discute là. C'est l'après-midi, parce que si vous n'avez pas un bon moyen de réagir à l'émotion intense, vous êtes fait et vous allez probablement finir par imploser et déprimer. Puis même au point de devenir suicidaire. J'ai eu des idées. Ben oui. Parce j'en doute que même vous pas. êtes pris avec quelque chose qui vous met sous tension continuellement. C'est ce que je comprends là, de ce que vous expliquez. Exact. Tu peux pas t'en sortir, fait que la pression remonte. Oups. J'ai averti ma blonde, ma famille pareil, ils savent tous qu'à un moment donné, que quand la température est pas là, mon acouphène est trop forte, je prime. Fait que souvent, je m'embarque dans ma bulle, puis je m'arrange pour aller faire du sport, ou quand il y a un train qui passe, ben je crie à côté du train, il faut que ça sorte. Oui. Eh ben. Oui. Chacun Pierre, son moyen. au niveau de la physiologie, là, crier très fort comme ça, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. On va Il le y a un savoir à un moment épuisement, donné. il y a quelque chose? Non, je sais pas. C'est qu'à un moment donné, on va connaître mieux le cerveau, Bertin et Janine. On va connaître mieux le cerveau parce qu'on l'étudie tranquillement, mais à pas de tortue. On va dans l'espace et on veut pas connaître le cerveau humain. Ça, j'en reviens pas. Milliards dans l'espace, puis à peu près à rien, des peanuts. Des peanuts pour connaître le cerveau et le psychisme humain. Ça n'a pas de bon sens. Mais ce qui arrive après une activité physique, puis j'ai crié beaucoup, je suis brûlé, par exemple, je suis fatigué. Ah oui, ça c'est correct. Ça, on le sait. Ça, c'est plus connu. Tu sais, vous sécrétez de l'adrénaline, puis... Mais est-ce que ça pourrait diminuer l'intensité de l'acouphène? Non. Non, pas du tout. Mais vous êtes plus capable de l'encaisser. Exactement. OK. De le tolérer. Puis quand je me tiens dans des groupes comme des parties de famille, on est une grosse gang chez nous, on est 18, puis quand il y a trop de monde et trop de bruit, ça me fatigue, fait qu'il faut que je sorte dehors pour régénérer un petit peu. Ouais. Oui. C'est pas drôle, ça, cette Alors, histoire-là. c'est ça. Alors, vous avez à vous adapter à votre handicap, puis... Il faut le vivre avec, exact. C'est ça, Mais qu'est-ce que c'est? Il y a eu une explosion, puis ça fait un dommage? Oui, il y a une pipe à l'air qui m'a explosé dans l'oreille. J'ai perdu Louis d'un bord, puis mes osselets, ils ont croché. Fucké le système. Oui, ça a fucké mon système. Puis c'est comme vous disiez, ils vont sur la Lune, mais ils sont pas capables d'étudier sur l'acouphène. Personne n'est au courant de ça. Puis il y a un maudit paquet de monde qui souffre d'acouphène. Oui, plus paquet. Oui, je suis dans le domaine, puis souvent je m'informe, puis il y a tout le temps qui me dit « Ah, mon oncle fait ça, mon frère fait ça. Voyons. Ouais. C'est tellement fréquent, puis... Puis là, je le sais quand il va mouiller le lendemain. Ah, OK. Vos petits osselets répondent à la pression barométrique? Et voilà. Ah, les petits maudits. C'est plus fort, c'est... Les petits maudits. Ah oui, le son est plus fort. Ça les fait se déplacer. Exactement. Bertin, vous êtes... c'est un bon conseil. Merci. Oui, merci d'avoir appelé. Bienvenue. L'exutoire approprié. Merci, bye. T'es pris avec un problème, il est insoluble. OK? Jusqu'à aujourd'hui, tu fais quoi? Alors, c'est quoi? Comment vous manifestez votre ras-le-bol? C'est quoi votre méthode à vous? Pour pas péter les plombs. Ou peut-être péter les plombs puis ça fait du bien. Je sais pas. 790-0224, 1-800-667-5241. Quand vous avez le ras-le-bol, comment vous le manifestez? Est-ce que vous gardez ça pour vous? Est-ce que vous en profitez pour exploser, pour les mois où vous avez encaissé? Comment ça se manifeste chez vous? On va à Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour. Oui, bonjour, Jacques. Bonjour. Moi, écoutez, c'est un incident qui est arrivé là, à peu près plus ou moins un mois. C'est concernant mon garçon de 18 ans. Oui. Il consomme des drogues depuis l'âge de 12 ans. Il a été en centre d'accueil durant un an. Et à partir de l'âge de 16 ans, je l'ai pris sous mon aile. J'ai dit à DPJ et à tout le monde, là, je l'avais assez fait, là, je vais essayer moi aussi de mon côté. À partir de ce moment-là, il allait super bien. Jacques,
Oui. Je vais essayer quoi? Je vais essayer de mon côté, mais je vais essayer quoi? Essayer de faire ce que tout le monde a essayé de faire. Puis que, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce que tout le monde a essayé de faire? De le responsabiliser. Non, de le materner. Voyons, si on responsabilise quelqu'un. De le materner. Ouais, peut-être. De le materner. Ouais, peut-être. Ça vous dit quoi quand je dis ça, de le materner? Ça allume rien, Jacques? Ouais, Janine. Oui. Ben, je vous dirais que dans son cas, lui, c'est que c'est que lui, il a à l'âge d'1 an et demi, il a perdu sa place par 2 jumeaux. Et à partir de ce moment-là, je l'ai beaucoup, j'admets le terme, là, materné. Parce que les jumeaux prenaient beaucoup de temps de la mère, c'est comme moi qui en a pris la charge. Oui. Fait que probablement que le terme materné était... Jacques, comment ça se fait que ce gamin-là est devenu orphelin à 1 an et demi? Comment? Pas forte la mère. Je comprends que c'est de l'ouvrage, 2 jumeaux puis 3 gamins. Écoutez, une femme, là, tu sais, elle n'aurait pas pu se faire aller un peu plus? Parce que, Jacques, le recyclage des hommes en nourrice, quand est-ce que vous allez comprendre que ça marche pas, si bol? Pourquoi qu'elle n'a pas pris le jeune d'1 an et demi, puis qu'elle l'a pas donné, là, elle l'a pas passé à une femme qui est maternante aux côtés? Pour quelques mois. N'avez pas de femme dans votre entourage? Baptême, une femme. Il y a un individu sur 2 qui est une femme au Québec. Bon, on va voir là, quelle situation. Qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre soulève le point. Est-ce que, comme elle était dépassée, puis peut-être trop épuisée après un accouchement de jumeaux... Là, chez moi, l'épuisance... Non, mais un instant, Pierre. Est-ce qu'il y avait une femme... Moi, là, femme... les histoires d'excuses pour les femmes incompétentes, je commence à en avoir plein le casse. Maudit, c'est rendu qu'on n'est plus capable d'avoir une femme compétente au Québec. Pierre, tu peux être fatigué et compétent. Tu peux être fatigué. Grouille-toi le derrière, cibole. Tu peux être fatigué et compétent, Pierre. Tu peux être, à un moment donné, après un accouchement de jumeaux, ça se pourrait que quelques mois, tu as besoin d'un petit coup de pouce. Est-ce qu'elle a accouché ou si elle a eu une césarienne? Accouchement naturel. Bon, puis comment ça s'est passé, l'accouchement? Le premier a sorti comme un pet, le deuxième a comme chaviré dans le col. À ce moment-là, le médecin a dû aller avec sa main à l'intérieur pour aller chercher les pieds, sinon le deuxième était pour étouffer, là, mais à part de ça, le reste a super bien été. Ça a super bien été? Oh. Bon. Elle en a eu 2, mais écoute, puis elle est en forme, la bonne femme? Ben oui. Bon. Elle était en forme. Ben oui. Alors, on continue. Alors là, il y a 2 jumeaux. Puis là, vous vous convertissez en nourrice pour le bébé d'1 an et demi. Ouais, ben, c'est parce que vous savez, c'est comment, en tout cas, je dirais pas ce que je pense, là, façon. Oui, dites-le, ce que vous pensez. C'est la tribune pour ça. Bon, ben, je vais vous dire une chose, tabarnak. Allez, lâchez-vous. Nous autres, les hommes, là, on passe pour des trous de cul quand la mère arrive avec le nouveau, ou le nourrisson, ou peu importe, là. Puis nos idées passent pas, on a beau suggérer quoi que ce soit, et il n'y a rien qui passe parce que madame, c'est le pic boss. Qu'est-ce que vous aviez suggéré? Oui, là, Jeannette, s'il vous plaît. Non, là, on lui a dit de se lâcher, il ne faudrait pas l'interrompre. Qu'est-ce qu'elle suggérait sur quel point ça Non, on le laisse aller, il faut qu'il se lâche parce que... OK. Au moment où mon plus vieux est né, elle avait dans la tête de le nourrir au sein. Au moment où elle était à l'hôpital, ça allait super bien. Aussitôt qu'elle est revenue à la maison, les coliques ont commencé. L'enfant ne dormait plus. L'enfant avait toujours besoin du sein. Puis, à un moment donné, j'ai dit, c'était peut-être trop anxieuse. C'est peut-être que il n'y a plus de lait qui se fait. Je m'en une claque sur la gueule, mon chum. C'est comme si je venais de dire tous les péchés capitaux en même temps, là, comme si je venais de l'accuser qu'elle était une mère incompétente. Puis finalement, au fil, après 1 mois d'insomnie, puis de plug au sein, puis plug au sein, puis plug au sein, puis sans rien de plus, à un moment donné, j'ai dit, prends un break, là, pas prendre l'air, là, je vais m'arranger. Pendant que l'enfant dormait. Puis, à un moment donné, il s'est réveillé.
Là, j'ai pris du lait qui était fourni par l'hôpital au moment. J'ai suivi les instructions et j'ai plugué le petit. Puis il a bu, puis il a dormi après ça. Puis quand il est revenu, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, comment ça fait quand il dort encore? Là, j'ai mis la canne sur le comptoir, j'ai dit, tiens. Il dit, ton gars, là, il a faim. Crime. Vas-tu comprendre qu'il a faim? Ben, elle m'a foutu dehors. Ça, c'est au premier? Hein? C'est au premier bébé ou au petit jumeau? Premier. Hein? Au premier? Ouais. Bon, elle vous a foutu. Puis ça s'est sûrement raccommodé en quelque part parce qu'il y a eu des jumeaux après. Oui. Bon, OK. Oui, je suis revenu, là. Sauf qu'après ça, peut-être un mois plus tard, qu'elle a accepté qu'il fallait qu'elle passe un autre lait, il a commencé encore ses nuits. À couper ses nuits, puis à avoir faim, puis... Fait qu'encore une fois, j'ai fait la même affaire à la cachette. J'ai donné du pablum, je veux dire des céréales pour enfants. Puis à la fin, j'ai encore mis de plat salable. J'ai dit, tiens, il a faim. Tu comprends, le mané? J'ai dit, lâche-moi, le bête pas, crime. Puis j'ai dit, vas-y, selon les besoins du petit. Pas compliqué, ça, là. Allô? Oui, là, j'écoute. Je prends des notes, j'écoute. Besoin du petit, allez-y. Je vous ai dit que vous pouvez vous lâcher. Ça va probablement être la seule fois dans votre vie, là, mais allez-y. Ouais, mais parce que j'appelle pas pour l'histoire de ça, là, j'appelle pour ce que j'ai vécu. Allez-y, là, continuez. Comment ça se fait qu'on On vous offre une opportunité, profitez-en. Bon. Ça arrivera pas souvent. Fait que, après ça, il est arrivé la phase des dents, où ce qu'à un moment donné, justement, il faisait des selles extrêmement acides. Puis au moment où ce que j'ai eu à changer la couche, j'ai vu qu'il y avait des petits trous jaunes. J'ai remis une couche propre, je l'ai nettoyée comme il faut. Puis après ça, il a fait une autre selle, peut-être 1 heure après. Puis là, ça a fait comme des cloches tellement que c'était acide. Ah ouais. Il fait les fesses au vif. Et là, tu me croire que c'est pas à cause des selles? Peux-tu me croire que c'est à cause que c'est moi qui a changé la couche, puis j'ai mangé encore une rincée à cause de ça? Ouais. Vous savez, Jacques, regardez, il y a une chose, là. Créer des enfants dans un climat hostile, ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que, Pierre, la question qu'on peut poser à Jacques, comment c'était avant que le premier bébé arrive, parce que tu te dis, aïe, oh, mon comment Dieu, c'était? Regarde, on est là pour on va en parler, là. C'est que moi, quand j'ai rencontré cette femme-là, au début, on a été comme un mois à se respecter, qu'elle n'était pas prête, pas de sexe, c'est beau, à un moment donné, on était au lit, puis elle m'a dit comme ça, elle dit, écoute, ça a l'air de devenir sérieux, moi, de mon côté, tu m'intéresses beaucoup, blablabla. À un moment donné, elle me dit comme ça, elle dit, écoute, moi, elle dit, je peux pas avoir d'enfant. Elle dit, tu penses fonder une famille avec moi? Elle dit, oublie ça, elle dit, c'est impossible. J'ai dit, regarde, là, j'ai dit, on n'est pas encore à ça, là. J'ai dit, ça fait 1 mois qu'on se connaît, là. J'ai dit, qu'on se pas la tête avec ça, là. J'ai dit, quand on va arriver au port, on verra ce qu'on fait avec le bateau. Mais j'ai dit, ça presse pas, là. Elle dit, parce que je voulais te le dire tout de suite. Bon, c'est beau. Puis, on a fait l'amour ce soir-là. Puis, Julien est arrivé. Oups. Bon, une prise. Tout de suite. Eh ouais. Bon. First time, first shot, first breed. Bon. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, je pense que je me suis fait avoir, bien. Ouais. Fait que vous la connaissiez pas énormément, là. C'est ça. C'est parti tout de travers, il n'y a pas d'affection. Ouais. Est-ce qu'il y a une femme, est-ce qu'il y avait une femme qui a de l'allure, qui aurait pu là, intervenir puis guider votre conjointe ou prendre soin des enfants? Ah, mais on va dire, le clan maternel était très fort. Est-ce que c'est pas ça que je vous ai demandé. Est-ce que dans le clan maternel, peu importe où est le clan, est-ce qu'il y avait une femme de bon sens qui aurait pu être disponible en quelque part? Une femme qui a de l'allure, là, qui est maternelle. Sa mère était excellente, là. Est-ce qu'elle est intervenue à quelques reprises pour... Elle est venue donner un certain coup de main, m'amener, là, mais... il n'empêche que... Vous savez, c'est un peu pathétique, votre histoire, là. Quand les hommes doivent se recycler en nourrice, là, ça fait pic-pic. Et généralement, c'est autour d'une débandade. Bon, mais ça a parti d'une bien bizarre de façon. Mais Jacques, un garçon de 16 ans, là... Écoutez, là,
Le garçon de 16 ans, Pierre, il dit, j'essaie de avec faire... le jeune là, de 16 ans, ne perdez pas de vue l'origine, c'est-à-dire un problème de maternage, puis il est tout croche, puis il se drogue à partir de 12 ans, et les enfants mal maternés, ça fait combien de temps que je le dis? Domper les bébés d'un garderie de Pauline, d'un garderie d'État, puis ensuite, écoutez, ça va tout être sur la liste des trafiquants de drogue. Mais, Pierre... Alors, votre cas est typique. Bon, mais il a 16 ans, le garçon de Jacques. Jacques ne doit pas baisser... Il y a quel âge? Il y a 18 ans. Il y a 18? En tout cas. Bon, est-ce qu'il vous voit régulièrement? Non, là, c'est ça. Là, je voulais arriver au fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis l'âge de 16 ans, au moment où il est sorti du centre d'accueil, à partir de ce moment-là, je l'ai pris sous mon aile. Puis là, ben, écoute, il voulait pas aller à l'école. OK. Je l'ai pris avec moi. On s'est mis à travailler ensemble. Je l'ai appris à travailler. Il a comme un petit peu développé sa clientèle à lui à travers moi. Puis il roulait avec ça. Puis ça allait bien. Puis à l'automne passé, il y avait une blonde avec qui, franchement, là, je voyais comme la fin de l'épisode de son karma, si on peut dire, là. Puis, Pensée magique de votre part, Jaco. Comment? Pensée magique de votre part. Ouais, mais en tout cas, laissez-moi finir, là. Oh, ben, oui. Là, ce qui arrive, c'est que, bon, dans le cadre du Festival de la Galette, je rencontre mon fils sur un coin de rue, j'ose avec. Là, je lui demande comment va sa blonde. Il me dit ça va super bien, tout va bien. Ouais, arrivé au fait, là. Bon, ben, elle s'est fait tuer à ce moment-là. Sa petite blonde? Sa blonde s'est fait tuer. Par? Un accident d'auto. Bon. Ben oui. Puis, à partir de ce moment-là, c'est comme si lui a commencé à replonger, à descendre, et à descendre, oui. et à descendre. Là, à peu près un mois, je le voyais, Julien, j'ai dit, il va falloir que tu prennes en main, là, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai dit, t'es en prêt à t'enliser comme je t'ai jamais vu aller, là, puis non, je suis pas de trouble, non, j'ai pas de problème, puis tout va bien, puis tatati, puis tatata. Puis finalement, Il est arrivé sa mère m'a téléphoné, elle vient le chercher, elle dit, j'en ai peur. Bon, OK, Jacques, on va arrêter. On va revenir avec vous quelques minutes après, simplement pour clore. Au moins, là, on se rend jusqu'au bout, parce que là, c'est ça, il y a un jeune de 18 ans, là, ça va pas bien. Ouais. Alors, on parle aujourd'hui de ras-le-bol, comment vous manifestez votre ras-le-bol, comment ça se vérifie dans votre vie. Hein? Tout le monde a des réactions différentes. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Et puis, Jacques, on va clore rapidement, mais vous nous avez dit, votre grand garçon, là, 18 ans, ça va pas. Oui. Et sa blonde s'est tuée, puis là, les bas-fonds. Non, elle s'est pas tuée. Elle en auto. Elle est décédée dans un accident d'auto, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle s'est faite tuer. Oui. Oui. Puis là, un mois, c'est ça. À un moment donné, sa mère m'a téléphoné, elle dit, viens chercher, elle dit, il me fait peur. Oui. Fait que là, je suis allé le chercher. Puis là, j'ai bien vu qu'il était sous l'effet de pilules, là, comme il a l'habitude de triper les fins de semaine. Puis là, j'ai dit, là, regarde, ça sert à rien de te parler. J'ai dit, de toute façon, il n'y a rien à entendre là-dedans. J'ai dit, mais demain, toi et moi, on va se parler parce que là, j'ai dit, il y a plus de maudit bon sens là-dedans. Mm-hmm. Là, j'ai dit, tu t'en vas dans ta chambre, puis j'ai dit, tu dors. Il faut que tu dormes, là. Là, il s'est en allé dans sa chambre, puis aller jusqu'à 3h30 du matin, il a baroudé. À un moment donné, j'entendais plus de son, fait que je me suis dit, bon, enfin, il s'est endormi. J'arrive dans la chambre pour faire allumer sa lumière. Il se réveille, il est quelle heure? J'ai dit, il est 3h30. Là, il s'allume un joint. Ah, là, j'ai pété ma coche. Là, j'ai dit, Nick, tu comprendras, bon, donc, jamais rien. Si bas, j'ai dit, c'est pas en bourrant en face de pilule la fin de semaine, puis après ça, te bourrant en boucan, la tête de boucan, que tu vas régler ton problème. Là, j'ai pogné le joint, je l'ai tiré. Après ça, j'ai dit, tu te couches, puis tu dors. Là, il s'est renfilé sur les couvertes, il s'est relevé au bout de 5 minutes, il est descendu en bas, il s'est rallumé un autre joint. Là, j'ai pris le joint, je l'ai encore tiré par la fenêtre. Là, il m'a sauté dessus comme un chien t'ôte le bol après 3 semaines de... Oui. Oui, affamé depuis 3 semaines, là. Oui. Mm-hmm. Là, il y a eu altercation assez sérieuse, puis finalement, j'ai dû faire venir la police. Puis là, la police a vu qu'il y avait du sang, on demandait à ce qu'il s'en aille à l'hôpital. À l'hôpital, il est passé à l'évaluation.
Et il s'est poussé. Il n'a pas été examiné par le médecin. Mais ça crée son camp avant. Ouais. Bon. Puis, depuis ce temps-là, je le vois plus, je n'entends plus parler, je sais plus où il est. Il m'a téléphoné une semaine plus tard, me demandant de l'argent. J'ai dit, il n'y en a pas question. Tu n'auras pas une somme. J'ai dit, je peux t'amener manger, mais j'ai dit, je vais payer. Mais j'ai dit, pas question que je te donne de l'argent pour entretenir ton vice. J'ai dit, je pense que tu as des démarches personnelles à faire. Je pense que tu as quelqu'un à aller chercher de l'aide, mais j'ai dit, c'est pas moi parce que je suis pas compétent là-dedans. Ouais. Ça, j'ai dit, va au CLSC, j'ai dit, demande à rencontrer un intervenant en désintox, mais j'ai dit, je vais agir. Quand l'intervenant va me téléphoner, il va me dire, votre fils est en face de moi. Voyez-vous, Jacques, votre fils est orphelin et de père et de mère. Le problème avec les hommes qui maternent les bébés, c'est qu'ils deviennent une mère pour l'enfant, mais généralement, dans à peu près tous les cas, ils ne peuvent plus jouer plus tard leur rôle de père. Ah, c'est comme ça, mon cher Jacques. Alors, votre fils a été orphelin de père et il a été aussi orphelin de mère et il a été plus tard orphelin de père. Et c'est ça qui est la tragédie pour tous les hommes qui se recyclent en nourrice pour compenser l'absence de la mère, c'est que cet enfant-là va devenir aussi orphelin de père. C'est un très mauvais choix. Mais il a fonctionné un bout. Non, il fonctionne pas. Quand son père lui a montré un métier, ce que Jacques nous racontait avant que... Non. C'était tellement superficiel que la petite amie l'aurait laissé tomber. Là, elle est décédée dans un accident d'auto. Alors, il utilise ça pour se justifier. Elle l'aurait simplement floché, puis il serait sombré de la même façon. La maison est construite sur du sable. Il n'y a pas de salage, puis il n'y a pas de footing. Qu'est-ce que vous alliez dire, Jacques? Je disais c'était la même chose. Elle l'aurait laissé qu'il aurait plongé par là. Exactement. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'accident d'auto. Ouais. OK. Merci. Merci de votre témoignage. Ça illustre que le recyclage des hommes en nourrice, c'est une catastrophe parce que l'enfant est orphelin de mère et il va être orphelin de père. Oui. Pour les garçons, là, catastrophique. Bon, alors on continue, Pierre, parce que je trouve que c'est des drames humains, ça. C'est des drames humains, ça n'a aucun bon sens. Qui pourraient être évités facilement. C'est ça qu'elle a fait. La bonne femme était incompétente comme mère. Elle l'a dit, elle a dit en pleine face. Oui. J'en veux pas d'enfants, je peux pas en avoir, j'en veux pas. Puis il l'a engrossé quand même. La première fois, c'est un accident, puis il y a eu des jours où ça a été moins expliqué. C'est ce qu'il dit. Allons, je vais pas poser de questions, mais voyons. En tout cas, ça fait pitié. À 18 ans, être largué comme ça fait vraiment pitié. Mais elle était belle, puis elle était bonne à planter. Oui, mais il y a des drames. Ça tourne en drame, malgré ça. Et quand il y a une femme incompétente en quelque part, soyez en crainte, il n'y a pas une autre femme qui se propose pour aller l'assister. Ça, on voit pas ça souvent. De temps en temps, mais rarement. Il y a des grands-mères qui sont extraordinaires, Pierre. Ils ramassent des affaires, mais c'est ça. Je me reprends. Quand il y a une femme qui est incompétente en quelque part, c'est très rare qu'il y ait une autre femme pas loin qui a la sensibilité d'aller lui porter assistance. Puis est-ce qu'on permet aux femmes qui ont de l'allure de s'approcher de la progéniture d'une mère qui n'a pas tout à fait le tour? C'est pas, hein? Oui, c'est une bonne lignée, celle-là. OK, alors on va aller à la pause, puis on va tout de suite parler à Louise après. OK, alors on parle aujourd'hui d'avoir le ras-le-bol. Quand la soupape est sur le point d'éclater, là. Bon, comment on réagit? Tu te dis, est-ce que je vais dire tout ce que je pense, puis d'un coup, puis ça va sortir? Oui, dans certaines occasions, le retrait ou de refroidir un peu l'émotion ressentie et de s'interroger. C'est l'exercice long et pénible qu'on a fait avec Jacques. Oui. C'est de réaliser que cet enfant-là, c'est un orphelin. Il est tout croche. C'est à cause d'eux autres. Il se pensait bien bon, bien fait en intervenant, en disant à conjointe, écoute, t'en prends pas bien soin, puis tu l'allaites, puis tu sais, gros Jean comme devant. Mais là, gros Jean comme devant, vois-tu, en jouant le rôle de mère ou en se substituant à une mère incompétente, il a implicitement renoncé au rôle de père. Cet enfant-là, il est tout croche, il est fucké. Mais il la connaissait pas. Il connaissait pas cette femme-là. Ça faisait un mois. Première relation sexuelle, elle devient enceinte. Je connaissais pas, presque pas. Tu sais, tu te dis, tu pars vivre dangereusement, là, c'est ça. Oui. Elle avait un maudit beau petit cul.
Oui. Il y avait envie de se mettre. Alors, on parle à Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Bonjour, Madame Louise. Moi, j'ai décidé de défouler ma colère. Quand j'en ai vraiment ras-le-bol, je prends mon crayon, mon papier, puis j'écris tout ce qui me vient par l'esprit. OK. L'écriture. Ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Oui, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai commencé ça suite à une compilation. J'avalais, je prenais tout sur mes épaules. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de suivre des thérapies. Je suis allée dans des groupes, j'écoutais les gens parler, puis là, j'ai réalisé que l'écriture pouvait avoir des bienfaits. Je vis présentement des épreuves assez difficiles, et puis, par l'écriture, je réussis quand même à la surmonter. Ça vous donne un exutoire? Comment vous... Après avoir écrit, là, vous videz votre sac, dans le fond, mais à personne. C'est un déversoir, le papier. J'écris toute ma vie, en fin de compte, sur papier. Mm-hmm. Est-ce que ce mécanisme-là, ce moyen-là, vous a permis de grandir, de maturer? Ça m'a permis de grandir, mais je me rends compte que j'ai encore du progrès à faire parce que... Vous êtes rendu à quel âge? À 47 ans. Ça fait combien de temps que vous utilisez l'écriture pour soulager votre petit cœur? Oh mon Dieu, ça fait plus de 20 ans que j'écris. Ouais. Et l'efficacité du moyen dans votre cas semble pas être renversant, n'est-ce pas? Pouvez-vous me répéter? Parce que j'ai l'impression que vous utilisez l'attitude numéro 2, c'est-à-dire parler, ventiler, écrire, s'épancher. S'épancher verbalement ou par écrit, c'est l'équivalent. Okay. Alors, quand vous avez la grosse pépine, vous ventilez votre petit cœur en vous épanchant par écrit. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Ouais. Puis Pierre, quand je dis qu'il y en a beaucoup, c'est les espèces de journaux, puis il y en a, c'est les blogs, ils écrivent leurs états d'âme, puis tout ça. Beaucoup font ça. Mais c'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. C'est ça, probablement, Pierre. Ouais. Ça, est-ce que ça permet aux femmes de grandir, de maturer, de s'affirmer, de s'épanouir et de prendre leur place? Répondez à cette question-là, si vous le pouvez. J'avoue que c'est pas toujours évident. Parce que la concrétisation d'un acte, c'est pas facile à faire pour moi. Ouais. Je suis d'abord une personne très émotive. Ben, pauvre femme. Elle est émotive. Si elle fait pitié, la petite bête. Mais l'émotion, parfois, tourne aux larmes. Mais au lieu de... Pauvre femme. C'est pas évident. Pauvre petite. Non. Mais entre fais deux pitié, mots... la petite bête. Je sais que j'ai encore du chemin à faire. Mais quand je suis en colère, je me pose maintenant la question contre qui je suis en colère. Oh, c'est une méchante maudite bonne question, ça. Contre qui? Et ça mène à on quoi? a 47 ans, on est en beau Christ, puis on se demande contre qui suis-je en colère? Oui. Avez-vous trouvé? Vous l'avez posé avez-vous trouvé des pistes? J'ai trouvé une réponse, oui. Oui, parfois, c'est contre moi. Elle est en colère contre elle. Non, non, non. Là, je vous dis, non, Louise, non. je suis pas sûre que Pierre embarque. Non, 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 une méchante découverte. Je suis en beau Christ après moi. Oh. Ben oui, j'en prends trop sur mes épaules. Ah, je suis en colère contre moi parce que j'en ai trop pris. Méchante découverte. Mm-hmm. Continuez. Pardon? Comme le bébé prend trop de lait. Je trouve pas la réponse. Louise, vous êtes tellement représentative je dirais possiblement quoi, de 2/3 des femmes au Québec qui sont comme vous? Ah oui. 2/3 des femmes de votre groupe d'âge qui sont comme vous? Hey, on s'en va où avec ça? Elle prend le poids de quelqu'un d'autre, là. Elle se blâme, là. C'est à la limite de l'autoflagellation. Ben, bon. Merci! Hey! Non, parce que tu dis, je vais me blâmer, je suis un bébé, je vais me blâmer d'avoir trop bu. Non, mais c'est pour ça que j'ai lancé l'idée. Oui, je comprends. Toujours se blâmer, c'est... Oui. C'est enfantin. Pour certains agissements, peut-être. Il y a quelqu'un qui vous a joué une crosse monumentale. Qui vous a convaincu, chère Louise, t'es immature et tout croche, et en plus, c'est de ta faute. Puis vous l'avez cru. Vous avez avalé la couleuvre. Oui, hein. Puis pas à peu près.
Mais j'essaie d'apprivoiser ça, là. Ben là, apprivoiser, hey! Hey, Elle dit j'essaie d'apprivoiser la couleuvre que je vais avaler. Wow! Pas la couleuvre. J'essaie de prendre ce qui m'appartient et de laisser aux autres ce qui leur appartient. C'est la différence. Allez-vous réussir dans 25 ans? Je commence à savoir comment faire, là. C'est pas évident parce que je me rends compte qu'aussitôt que quelqu'un me crie après, oui, je perds tous mes moyens. Ben, pauvre petite bête en plus, faut pas lever le ton de voix avec elle. C'est fait pitié. Réellement, Louise, là. Oui. Fait pitié. Pierre, allez donc sur la piste. Non, y est dessus, là, regarde. La piste de décollage. Oui. On peut même pas... Hey, faut pas élever le ton. Ça y fait de la peine, elle va se mettre à pleurer. Pauvre petite bête. Mais la colère est mal utilisée dans mon corps. Ben oui, je savais même pas qu'est-ce que c'est, pauvre vous. OK. Elle dit OK. Hey, si vous êtes une avaleuse de couleuvres, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oui. J'en avale pas beaucoup, moi, des couleuvres. Fait que je m'en ferai pas avaler. Oh! Mais la colère. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Dernière fois que vous êtes mis en colère, ça remonte à quand? Ah, ça fait longtemps. Et ça remonte à quand? À plusieurs années. Ça remonte à quand? Mon enfance. Ça remonte à quand? Le dernier épisode de colère. Ma dernière grosse colère? Oui. Oh mon Dieu, ça remonte. Non, laissez faire Dieu, sacrement, là. Hey. Okay? Ne perdons pas la piste, Pierre, s'il vous plaît. Non, bon. On est sur la piste. Pensée magique. Allez, dernière grosse colère. Oh. La grosse colère, elle a bien de la misère à sortir. La dernière grosse colère. Allez-vous nous niaiser une demi-heure? La dernière grosse colère, c'est quand j'ai eu affaire à rechercher un emploi. Et j'ai réalisé que j'avais affaire à des vendeurs de rêves. Et la dernière grosse colère, vous aviez quel âge? J'avais quel âge? À peu près. J'avais 20 ans. Pardon? 20 ans. Bon, ça fait 27 ans, Janine, que ça n'a pas eu le saut derrière. Ça se peut-tu? 27 ans. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 20 ans? Hey, on veut faire un pays avec ça. Puis en plus, vous, là, lorsqu'on vous mange la laine sur le dos, vous dites merci. Je continue à me battre pour essayer de ne pas me faire manger la laine sur le dos. Non, vous dites merci. Puis vous dites continue. Bon. Je fais pas ce qu'il faut. Non, mais c'est incroyable. Regardez, avez-vous remarqué la couleuvre que vous avez essayé de nous vendre cet après-midi? C'est inconscient, là. Vous le faites pas par exprès. Là, vous nous appelez, puis vous nous dites, moi, quand je me mets en colère, puis j'écris, puis toute une patente. Hey, on aurait pu avaler ça, puis c'était vraiment bien présenté. Le seul problème, c'est que ça fait 27 ans que vous n'êtes pas mis en colère. Une vraie colère, là. Oui. OK. 27 ans? Je capote. Dans quelles circonstances cet après-midi, elle a 47 ans, elle nous appelle, puis elle a toute une mécanique. Hey, on était prêts à acheter ça, là. Alors, si Janine était convaincue. Non. Vous l'avez raidé, là. Non, Pierre. Non. Oui, Janine, combien qu'elle t'a raidé? Quand t'es en colère, t'écris pas. Oui, mais quand t'as de la peine, peut-être que t'écris. Non, mais écoute, elle a fait une thérapie, puis elle a découvert l'écriture, puis c'est extraordinaire. C'était très vendeur, Louise, votre affaire, votre point. Excepté que c'était faux. Inconsciemment. Mais ce que vous me dites, c'est que je suis pas consciente de ce qui m'arrive. Exactement. Merci. De l'origine, peut-être, des choses. Oui, vous nous en avez fait de la démonstration après-midi. Mais c'est l'origine. Elle nous dit qu'elle est en colère. Qui l'a mis en colère quand elle était petite? Elle n'a pas dit, tranquillement. C'est ça. 27 ans qu'elle s'est pas mis en colère. Allez! Mais elle a de la peine, par exemple. Arrêtez d'avaler des couleuvres. Puis faites-en pas valer aux autres, parce que, à un moment donné, il y en a qui vont être plus allumés, ils vont dire, hey, tes couleuvres, tu peux en avaler, mais fais-nous-en pas avaler. Allez, merci Louise de vous avoir prêté l'exercice, vous avez été fine. Bon, Pierre, il y avait un reportage dans le journal ce matin où ils ont trouvé des crapauds géants en Australie, puis ils mangent des couleuvres. Bon! Pardon? OK. Comment c'est parce que vous parliez d'avaler les couleuvres.
il y a eu un reportage dans le journal ce matin où on a trouvé des gros crapauds. C'est gros comme un chien, là, ce qu'ils disent dans l'article. Et ils mangent... Pas comme un chien, comme un bébé. C'est comme un bébé, mettons, c'est un crapaud qui doit peser 4-5 livres. C'est vrai qu'il est gros. C'est ce qui était écrit, en tout cas. Oui. Mais ils mangent les couleuvres et les reptiles, c'est ça. Alors, il y a un crapaud en quelque part qui mange les couleuvres. Oui, puis il y a beaucoup de... Vois-tu, au Québec, il y a une attitude culturelle qui veut qu'on dompte les petites filles très tôt à avaler des couleuvres. Alors, elles vont en avaler, continuer à en avaler, et inconsciemment en faire avaler à la génération suivante ou aux autres ou à leurs contemporains. Mais c'est pour faire taire, ça. On fait avaler des couleuvres, c'est pour faire taire, carrément. Exactement. C'est comment tu veux articuler tes affaires. C'est ça. Bon. Alors, on parle de bol aujourd'hui. Mais vous conviendrez quand même d'une chose. Et Louise était de bonne foi. Elle était vraiment gentille de se prêter à l'expérience. Mais en quelques minutes, après qu'elle ait eu tenté de nous parler d'un mécanisme qu'elle a mis de l'avant, puis toute une histoire, ça fait 27 ans qu'elle s'est pas choquée. Oui. Conviens qu'elle était bonne. Mais elle dit... Conviens qu'elle était bonne. La dernière fois qu'elle a fait une grosse colère, c'était à l'âge de 20 ans, elle en a 47. Elle dit qu'elle s'en veut. Elle s'en veut être en colère contre elle-même. Ben là, pauvre elle. Tu comprends? C'est là que tu vois l'abrutissement féminin. Et ça prend un homme pour venir vous dire aux femmes, pour venir vous répéter, vous ne vous éduquez pas. Vous êtes pourris entre vous autres. Pourri. Oh, il y en a des femmes, Pierre, qui sont capables d'arriver puis de dire, hey, on se compte pas d'histoire. Il y en a. Culturellement. Est-ce qu'elles sont entendues? Je me reprends parce que t'as pas compris. Culturellement. Ben non, c'est sûr, Pierre. L'attitude prévalente, l'attitude qui prévaut le plus en est une totalement pourrie. C'est ça que je veux dire. Peut-être. Tu comprends-tu? Peut-être. Il y a toujours des exceptions. Une très petite minorité qui échappe au courant dominant. 20%, Pierre. C'est 20%. Moins que ça. Des gens qui ne comptent pas d'histoire, des gens parfaitement équilibrés. Oui. C'est 20%. 19. Oui, correct? C'est 19. Fait que c'est pas étonnant. C'est même pas étonnant. Oui. Bon, alors pour nous, pour les autres, il faut prendre conscience. Mais prenez-en conscience, parce que, écoute, la vaste majorité. Mais vous êtes majoritaire, vous êtes normaux. Ah, Pierre, on a un appel, mais il y a quelque chose qui me brûle. Faut qu'on vas-y. Non. S'il y a quelque chose qui te brûle... Geneviève, on va demander à Geneviève si elle a la patience de nous attendre. Qu'elle attende, parce qu'il y a quelque chose qui se brûle, c'est bien de valeur, tu passes avant. Ah, j'ai vu quelque chose, Pierre, dans le journal. Françoise Lambert-Lagacé, elle est nutritionniste, elle est très connue. Elle écrit des livres depuis longtemps pour sensibiliser les mères à la bonne alimentation, les femmes à la bonne alimentation. Elle a fait une œuvre, là. Et elle vient d'écrire un livre. C'est ça. Il y avait dans le journal, en fin de semaine, des questions. Les gens lui posaient des questions. Et je pensais pas entendre ça en 2007. C'est des parents qui disaient, est-ce que je vais casser mon enfant? Parlait de nourriture. Casser mon enfant à la nourriture. Parce que l'enfant voulait pas manger. Ce mot-là, je vous jure, Pierre, j'en revenais pas. Ah oui? Oui. Comment? Oui, mais c'est normal. Mais casser, mais moi je pense, vous dites culturellement, mais c'est plus acceptable. Mais oui, mais le député conservateur, Robbie Merrifield, nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. Si c'est vrai qu'il a dit ça, c'est un gros cave. Mais le mot cassage, Pierre, ça j'avoue que c'est encore plus. Mais non, c'est dans la même foulée. C'est dans la même foulée. C'est dans la même foulée, Janine. C'est de la même race. Casser mon enfant. Le Québec haït les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne les comprend pas, je ne le sais pas, Pierre. Il veut pas y comprendre. Mais quand tu haïs quelqu'un, là, il y a une chose qu'on va se dire. Quand tu haïs quelqu'un, moi, quand j'haïs quelqu'un, j'ai pas envie de le comprendre. Hein? Dans le canal anal, puis cœur-moi pas. Bon, mais Pierre, est-ce que c'est vraiment de la haine ou si c'est chaque parent qui dit j'ai eu une enfance tellement poche que je peux pas aimer l'enfance. Je fais des enfants parce que je veux des enfants, mais qu'il faut qu'ils passent l'enfance au plus vite. Puis qu'ils arrivent adultes puis autonomes, comme ça j'aurai une famille. Ça se peut-tu, ça? T'as tellement haï ton enfance que tu ne peux pas comprendre. Non, c'est que ce qu'on réalise pas, c'est que ce qu'on réalise pas et qui fait mal, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a un gros pourcentage qui sont animés à des degrés différents par un fond de méchanceté. Mais ça vient d'où, ça? Ça fait-tu partie des traits de caractère, la méchanceté, Pierre? Oui, je viens de blasphémer. Je répète, parmi les enfants de Dieu, OK,
il y a un pourcentage significatif qui sont animés à des degrés différents par la méchanceté, par la cruauté. La méchanceté, elle n'est pas ignorée dans les religions. On veut la casser à tout prix. Dieu a raté son œuvre. Comprends-tu? Il a raté son coup, puis en sacrement pour ça. Mais c'est pour contrer l'imperfection. Non, mais c'est la tâche originelle. En tout cas, Pierre, bon, correct. On parle à Geneviève tout de suite après la pause. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment vous transigez avec un ras-le-bol. Est-ce que ça vous arrive souvent d'arriver à la limite? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous vous contrôlez? Est-ce que vous explosez? Qu'est-ce que ça donne? 790-0224, 1-800-667-5241. Comment vous exprimez votre ras-le-bol? Et on va tout de suite à Geneviève. Bonjour Geneviève, merci de votre patience. Merci, je suis une jeune fille patiente, c'est vrai. Oui. Vous-même, avec le docteur Maillot et Mme Ross, bonjour. Bonjour Geneviève. Je vous ai beaucoup écouté en revenant de mon travail. Je travaille en milieu hospitalier, dans le milieu de l'enseignement. Je suis une jeune retraitée. Oui. Le lendemain de mes 55 ans, je me suis décrochée. Et j'ai fait plus mes choses personnelles. Je suis à mon compte, je me suis ouvert une petite business. Et puis, je prends mes appels, puis je rejette ce que je ne veux pas. J'ai dû apprendre ça de vous, docteur Maillot. Ben voyons, vous. Moi, j'ai de la misère à vivre... Depuis quand qu'un misogyne apprend quelque chose à une femme? Une misogyne? Je vous admire beaucoup et j'ai hâte que votre affaire soit réglée, c'est sincère. Et j'ai beaucoup appris de vous au fil des années. Bon, moi, on apprend, c'est rendu, c'est le bout de la marque. Le bout du trou, rendu à 55 ans pour voir la lumière au bout du tunnel. Puis prétendre apprendre quelque chose d'un misogyne. Ben, c'est ça. Puis une jeune fille brillante comme moi, j'ai des études, puis j'ai pas été capable de me placer derrière, puis la tête, puis le cœur à la bonne place dans une job qui aurait été à ma hauteur. Puis là, vous y arrivez. Elle est folle, hein? Là, vous y arrivez, par exemple. Oui, j'ai décroché. C'est ça. Ça va faire. C'est ça. Je me suis allumé les deux yeux à bonne place, puis j'ai dit, donc, ce qu'on s'en va avec notre vie, donc. Alors là, ben, je fais plus de diabète. Et je suis belle, mais moi, j'ai un petit problème, c'est la fourchette. Alors là, je me cache en arrière de quelques kilos en trop. Combien? Oh, j'ai 40-50 livres de trop. Ouais. 40-50? Oui, je me suis cachée, je me suis mutilée en me cachant ma beauté puis mon intelligence en arrière, je sais pas. Combien? Alors, je vous le dis. Depuis combien de temps, Geneviève? J'ai maigri 30-40 livres lorsque ma fille est née. Je l'ai eu à 44 ans. J'ai un enfant désiré. Avec mon mari, ça va bien. Mais moi, quand je suis au bout du trouble, je décroche le téléphone, je m'isole et je me fais de très beaux plats. Maintenant, c'est conscient, c'est bien évident, je le fais moins. Je vais équilibrer ma nourriture, je vais suivre une bonne alimentation. Je fais tout, mais en trop. Je fais tout une très belle chose, mais je m'énerve moi-même, tout ça. Geneviève. Un hamster dans son... Essayez de ne pas trop vous mentir à vous-même. Ouais, c'est ça. Les très beaux plats, là, puis les quelques kilos, c'est que vous vous empiffrez quand vous êtes... Oui, je me gèle. Ben oui. C'est ça, parce que j'ai cru comprendre que c'est dans la quantité. C'est ça, vous faites des très beaux gros plats. Non, vous vous je me mens, oui. Ouais. Vous vous empiffrez, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors, c'est important de ne pas se mentir à soi. Laissez aux autres la chance de vous mentir. Il va en avoir rien qu'en masse au Québec. J'ai eu ma dose là-dessus. Pardon? J'ai eu ma dose là-dessus de me faire avoir par les autres. Ah. J'ai pas votre chien. J'ai pas votre force de caractère, docteur Maillot. Non, ce n'est pas une force de caractère, c'est la résilience que j'ai. Oui, ben, c'est ça. Je suis un feluette et un lièvre, mais résilient. Le chêne et le roseau, je n'accepte pas de jouer au chêne. Je laisse la place du chêne à Yves Lamontagne. Bon. C'est bon, alors je vais garder un cœur franc avec moi-même. Ben, vous avez résolu quand même des grandes affaires. Vous avez complètement... Deux fois, vous avez changé. Avec qui j'étais en guerre depuis 10 ans. Okay. Moi, j'avais une force de tolérance incroyable. Pour avoir ma petite paye de retraité de la Cara, là, je l'ai enduré 10 ans. La guéguerre, là, du syndicaliste, boss, là. Moi, je suis une grande gueule, là, avec des diplômes universitaires. Et on s'est tenu tête pendant 10 ans. Avec Terre qui? ouverte. Elle m'humiliait devant les autres. Pour montrer, si vous voulez pas vous suivre mes directives, voilà ce que vous allez endurer. Et je suis pas capable de vivre ça. Je suis pas capable de sortir de ce problème-là. Attendez, vous dites, elle m'humiliait. Elle m'humiliait devant les autres. Ou je m'humiliais moi-même, vous allez dire? Non. Attendez, allez pas trop vite, là. Allez pas trop vite. Elle va vite. Elle est comme un petit cheval rétif. Oui, attendez un peu. Vous dites, je veux juste vous suivre. Ouais. Elle m'humiliait devant les autres. Oui.
En équipe. Le elle en question, c'était quoi, ça? C'est mon employeur, c'est une femme. C'est une femme? Mais elle avait quel poste, elle? Du DG. C'était la directrice générale? Oui. D'un hôpital? Oui. Ben voyons. Non, c'est pas une farce, qu'est-ce que je vous dis, là. C'est pas une farce, là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de DG, de femmes DG d'hôpital. On n'entrera pas dans les détails. Non, c'est ça. C'était une religieuse ou une civile? Mais vous me comprenez très bien. Une religieuse ou une laïque? C'était une religieuse. Oui. That's it. Oui, vous l'avez la réaction, Dr. Mayo. Mais moi, je suis une femme orgueilleuse, puis j'ai du chien à ma manière, vous savez. Vous savez, l'histoire des femmes, là, j'insiste là-dessus. Quand une femme est trop longtemps sans avoir d'orgasme et qu'elle a une bonne libido, ils deviennent dingues. Vous parlez d'une religieuse, puis il y en avait, elles n'avaient pas de relations sexuelles, puis elles étaient d'une douceur, d'une gentillesse. Il y a des religieuses qui se masturbaient régulièrement, Janine. Moi, je partage quelque chose avec Dr. Mayo, c'est que les mondieuseries, là, mettons-les de côté 2 minutes, non? Non, mais ce que je veux dire, c'est l'être humain, parmi les religieuses, il y en a qui étaient fines, puis il y en a qui étaient dures, qui étaient même, ça allait jusqu'à la cruauté. Il y a eu des reportages dans les orphelinats, comprenez-vous? En 8e année, dans mon temps, là, moi j'avais à ce moment-là, j'avais 12-13 ans, il y a une sœur qui m'a fait pleurer tous les jours parce qu'elle aimait pas mon caractère. C'est vrai, j'étais assez forte en classe. Elle voulait vous casser. Puis j'ai étudié tout le temps, moi, je suis autodidacte, j'ai étudié en sociologie, en sciences sociales. C'est ça mon trip, moi. Puis je me rappelle en vous parlant là de ceci, elle m'a fait pleurer à tous les jours, peut-être sûrement pour me faire taire. Et je viens de m'en rappeler là. Sûrement pour vous empêcher de parler, de vous exprimer. C'est ça. C'est pour ça que tous les jobs que j'ai, moi, c'est conférencière ou donner des cours ou l'aide aux devoirs ou avec les professeurs. Ouais. Parce que c'est dans ma nature. Je suis comme ça. Ouais. On ne peut pas me faire taire. Puis l'employeur, je vous parle, a toujours voulu me faire taire. Ouais. Ben oui. Elle arrivait sur le département, elle disait, tais-toi. Vous savez, une société féminine, une société féminisée est une société de règles, de censure et de répression. Exact. Pour faire comme les autres. Puis moi, je suis une jeune fille qui ne fait pas comme les autres. J'ai bien la misère à me conformer à un autre. Ouais. Alors que dans une société féminine, le conformisme est de mise. C'est ça. Dans un clan féminin, le conformisme est de mise. Vous savez, à 20 ans, j'ai travaillé dans un clan d'hommes féminisés, le conformisme est de mise. Je vais vous donner un scoop, le docteur. Peut-être sûrement vous la savez, celle-là. À Belle-Canada, j'avais 20 ans, je venais de me marier, j'étais mince comme un fil, belle comme un cœur. Et j'ai travaillé, là, à l'interurbain, puis il y avait 160 femmes. Si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont dit comment ils avaient volé le mari des autres. J'avais 20 ans, je commençais à job, j'avais été juste intégrée, j'avais eu mon cours, puis je commençais à tirer sur les fils pour répondre au téléphone. Oui. Si vous saviez le nombre de femmes qui ont volé les maris des autres en travaillant. Mais ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment les femmes peuvent être dures l'une envers l'autre, ça vous le savez de toute manière. Ben, le nombre de femmes qui ont volé le mari d'un autre, oui, mais un mari n'appartient pas à une femme. C'est vrai. Comment pouvez-vous le voler? Faut que le mari se mette sur l'étalage. Non, mais si on reste dans la même logique, le mari sur l'étalage, là, tu peux peut-être le voler. Vous êtes fait prendre là, hein? L'emprunter, le mettre sur une tablette. Non. Vous vous êtes fait prendre ce coup-là. Oui. Bon, est-ce qu'on se laisse, là? À votre guise. On va sûrement se revoir, hein? Ah, c'est pas impossible. Je l'espère. Qui vivra verra. Bon, merci beaucoup. Bonjour, Geneviève. Merci de votre appel. Elle est bonne joueuse, Geneviève. Bon. Je l'ai gentiment pris. On parle du ras-le-bol aujourd'hui. Regarde, Janine, attends un petit peu là, Janine, parce que c'est important ce qui vient de se passer. Le nombre de femmes qui ont volé le mari des autres, OK? On vit dans une culture qui se prétend évoluer et les femmes, dans leur langage, considèrent ouvertement l'homme comme étant leur propriété. À tel point que quand il y a un homme qui est avec une gonzesse, si l'autre couche avec le conjoint de la gonzesse, elle lui a volé son mari. Mais quelle sorte de discours que c'est ça? Alors que peut-être l'homme en question en avait beaucoup le goût, hein? Bon. Tu peux pas voler le mari d'une femme. C'est quoi ces niaiseries-là? Hey, grow up, young lady! Grow up, young lady! T'as ça à plein téléroman, Pierre. Grow up, young lady! Société infantilisante de bonnes femmes. Vous l'avez en pleine face, le matriarcat, là. Vous venez de vous le faire servir. Regardez passer le train quand tout le monde parle. Hier soir, dans La Galère,
je trouve pas pire. En tout cas, c'est une série, c'est 4 femmes qui vivent ensemble, chacun leurs affaires. Oui. Il y a une qui part avec le chum que l'autre vient de se faire. Oui. Puis là, ils ont relation sexuelle, puis tout ça. Puis il y en a une des 4 du quatuor qui clenche, puis qui comprend que elle était avec le chum récemment conquis, on va dire ça de même, par l'autre. Oui. Alors, elle dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit? La chienne sale ou quelque chose comme ça. Oui. Ben oui. C'est ça. Donc, il n'y a pas de vol là-dedans. C'est ça. Regardez, écoutez-vous parler, mesdames. Vous parlez en matriarche, vous parlez avec dédain, vous parlez avec mépris. Voir si elle a volé le chum de l'autre. Mais non, le gars, il veut fourrer tous les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y en a pas une qui a volé le chum. Non, mais tu l'acceptes. L'autre, le gars, lui, il a envie de les copuler tous les deux. Puis t'acceptes ou t'acceptes pas. Toi, ma maudite, tu m'as volé mon chum. Niaiseuse, le gars, il avait envie de vous fourrer tous les deux. Bon. Et en plus, si vous aviez été d'accord, il vous fourrait en même temps tous les deux. C'est un moron. Vous rencontrez des morons, vous êtes trop innocents de vous en apercevoir, puis vous dites à l'autre, t'es pas fine, t'es une chienne, tu m'as volé mon chum. T'as pas volé ton chum, il voulait vous fourrer tous les deux. Bon, OK, ceci étant dit, on parle du roll-ball aujourd'hui, c'est notre thème. Comprenez 7-9. Là, viendrez dire après que je suis vulgaire. Hey, allumez. 7900224, 1-800-667-5241. Puis tiens, parlant de roll-ball, quand ça fait 150 fois que ton conjoint va ailleurs, puis que ça t'est rapporté par d'autres, tu peux-tu avoir un roll-ball? Je sais pas, là, je dis ça. J'accroche au sujet qu'on vient d'hameçonner. Alors, comment vous exprimez votre roll-ball quand quelque chose là, vous amène au bout, vous n'avez plus de tolérance. Comment ça sort? Est-ce que ça sort? 790-0224, 1-800-667-5241. Il nous reste 3 jours à l'antenne, Pierre. Pas la considération des femmes envers les hommes au Québec est gênante. Lorsque tu les écoutes parler, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, vous faites référence vraiment à quelque chose qui est culturel, Pierre. Janine, oui, merci. Oui, non. On a une culture de taré, une culture de trou de cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Penses-tu que je vais aller m'émerveiller devant des attitudes de taré infantilisantes? Mais chaque fois que vous confrontez avec une phrase comme ça, Pierre, la personne dit, ben non, on peut pas me voler mon mari ou mon chum, il m'appartient pas. C'est juste de prendre conscience. Oui, ben c'est juste, Janine. C'est pour ça que je suis un individu à éliminer. J'ai réussi à détecter toutes sortes d'attitudes dont la vaste majorité ne sont pas conscients. C'est sûr que c'est embarrassant. Hey, Geneviève est une femme brillante. Elle perpétue inconsciemment des attitudes culturelles de taré. Méprisante. Une culture, tu baignes là-dedans depuis la tendre enfance. C'est pas évident, t'es pris avec ça. Dans bien des cas, si tu prends pas conscience, puis c'est des gros chocs, là. Tu peux être sûr que votre maudite culture de taré, vous allez l'avoir en pleine face, par exemple, comptez sur moi. Alors, Pierre, on va revenir. Ça sera pas toujours joli, puis à l'occasion, ça va être cru, mais vous allez réaliser qu'il y a des attitudes culturelles que vous perpétuez de génération en génération, qui sont absolument éculées, mauvaises, malsaines, tout le kit, méprisantes. Alors, on peut changer certains aspects peut-être culturels, emmagasinés depuis des années. Yes! OK, bon, on dit ça. Puis les traits de caractère. Pierre, je voulais pas qu'on finisse l'émission, là. Il nous reste 3 quarts d'heure. Les traits de caractère. Oui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer chez un être humain et qu'on s'obstine à vouloir changer? Exemple, l'impulsivité. Quelqu'un qui est impulsif, écoute, il va être impulsif jusqu'à sa mort. Cependant, il peut se donner des petits trucs, des petits moyens, comme un time-out, un temps. Tu sais, ça, il peut le faire. Oui, je suis impulsif, puis je vais essayer un peu comme la dame tout à l'heure, avant de trop me choquer, je vais aller prendre une petite marche ou, tu sais... Je prends mon auto, puis je vais me ventiler. Ben, tu sais, juste un petit moment de retrait ou des choses comme ça. Bon. Par exemple, une femme est très méticuleuse. OK? Puis quand elle invite le monde chez elle, il faut pas qu'il salisse rien, puis elle est vraiment tannante. À ce moment-là, elle peut inviter du monde et les restreindre à une pièce. Au lieu de les laisser aller partout dans la maison. Ou autre solution, tu fais pas le ménage. Tu fais pas le ménage avant de recevoir, tu le fais après. Non, elle sera pas capable. Elle sera pas capable. Bon, alors tu comptes. Bon, faut tenir compte. Tu comprends? Oui. Essayez de vivre avec ce que nous sommes. Et c'est ça que j'ai expliqué, pas plus tard qu'il y a quelques jours à peine.
je suis ce que je suis, je vis bien avec, puis si ça vous dérange que je suis, arrêtez de me braquer un micro en pleine face. Écœurez-moi plus. Là, il m'appelle. Oui, mais Mayou, si t'étais différent, tu nous plairais plus. Hey, dans le canal anal, j'ai pas envie de vous plaire davantage. Bon. Mais Pierre, est-ce que tu peux changer des traits de caractère? Non. S'ils te déplaisent à toi, non, pas aux autres à toi. Non, faut que tu vives avec, tes apprivoises, tu vis avec, t'essaies de les limer un peu, mais tu vas avoir de la difficulté. Les psychanalystes se sont baisés. La psychanalyse s'est baisée en luttant contre les traits de caractère. 5 ans à 4 heures par semaine, 4 fois par semaine, 1 heure, pendant 5 ans, puis l'individu était tout aussi méticuleux à la fin des 5 ans. Oui. C'est des fortunes. C'est ça, la psychanalyse. Janine, la psychanalyse s'est baisée lorsqu'elle a essayé de modifier les traits de caractère. Bon, alors là, lorsqu'elle a essayé de modifier l'homosexualité. Ça ne se modifie pas, l'orientation sexuelle. Bon, alors il y a beaucoup de monde qui sont allés en psychanalyse pensant de passer de fif à hétéro. Non, ça a rien changé. OK. Il était simplement un homosexuel plus épanoui après 5 ans. Bon, alors, homosexualité, méticulosité, impulsivité, Pierre va en avoir d'autres. On va parler à Denise. Oui, tu sais, je vais vous ramener là-dessus, là. Oui. On parle à Denise. Bonjour, Denise. Bonjour. Bonjour, Denise. Bonjour. Moi, quand quelqu'un me fait de la peine ou m'agresse d'une façon verbale, je réponds pas tout de suite parce que je peux pas. J'encaisse l'émotion et puis je me... Ben non, vous encaissez pas l'émotion, vous n'êtes pas capable de réagir. Vous êtes figé, givré. Dites donc les choses comme elles sont, j'encaisse l'émotion. Tu sais, maudit mensonge à soi, arrêtez. Elle encaisse, elle fige. Elle encaisse pas. Elle n'est pas capable de réagir. Alors, c'est comme un enfant. Elle a été terrorisée, tétanisée. On appelle ça tétanisée. Comprenez-vous? Figée. Alors, vous avez été dompté comme ça quand vous étiez jeune. Ben, c'est pas une raison pour me disputer, là. Non, c'est pas une raison. Écoutez, déniaisez-vous. Quel âge avez-vous? Dans les cinquantaines. Ben oui, dans 50. Je vous dispute pas. Non. J'essaie de vous aider à vous déniaiser. Bon. C'est pas pareil. Mais oui. Hey, regardez, là, on vous parle, puis vous réagissez comme une petite gamine. Oui, mais pas trop fort, tu vas me faire de la peine, maman. Bon. Alors, affirmer son ras-le-bol. Quelqu'un vous insulte, Denise. Vous avez de la difficulté avec ça? Oui. Oui. Ben oui, elle est encore une enfant. Ça se peut-tu, Denise? Oui. On est dans la cinquantaine, puis on a encore des réactions comme ça. Oui. Oui. Ben, je suis très sensible et émotive. Lâchez-moi ça, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas sensible et émotive. Vous avez été cassé. Bon. C'est pas vrai que vous êtes sensible et émotive. Vous êtes immature. C'est pas pareil. Cassé, ça vous dit quoi, Denise? C'est moi. Maternant pas trop, cassé, ben oui, mais elle Pierre. a 50 quelques années, c'est le temps qu'elle s'enlève les doigts dans le nez. Tenir la main, puis tu mets de nez, tu faut petit enfant. Hey, on va arrêter de niaiser. Je vais poser une question. Êtes-vous prête à faire l'exercice, Denise? Oui. Oui? Ben oui. Laisse-la se débattre un peu, là. Je veux la provoquer un peu. Ah oui, mais il faut que ce soit égal, la Pierre. La première fois que j'appelle, là. Oui, c'est correct, je le sais. Dans l'eau chaude. Pardon? Pour la première fois que j'appelle, je suis mal reçue. Ben non! Non? C'est le contraire, je m'intéresse à vous. Ah bon? J'aimerais ça vous déniaiser. Ah. C'est pas pareil. Ben oui. Relevez-vous le défi, Denise? Oui, OK, laissez-vous pas mettre en boîte par Pierre, là. Elle a accepté, arrête de le rassurer, Janine. Hey, c'est une grande... Écoute, elle a 50 quelques années, là. Puis c'est parce que ça presse un peu, là. Il y a un caractère d'urgence dans votre cas. Oui, n'est-ce pas? Ben oui. Mais je sais pas pourquoi je prends le mal les choses comme ça. Ben oui, parce que vous êtes une petite fille. Vous avez été brisée quand vous étiez petite. Puis vous n'êtes jamais réparée. Ben oui, ben je me souviens pas de mon passé. Ben je le sais. Je le sais. Il est trop pénible. Hein? Lequel qui s'est acharné sur vous le plus quand vous étiez petite? Ben c'est ça, je me souviens pas. Non, Denise. Non, mais c'est vrai, c'est pas un mensonge. Mais je sais que je me souviens que mon père était très sévère. Mais à part ça, je me souviens pas, je suis comme amnésique. Il y a un grand trou noir. Oui, expliquez-nous simplement qu'est-ce que vous voulez dire par père trop sévère. Ben, c'est ça. J'ai gardé cette impression-là, mais j'ai pas de détails parce que je me souviens pas. Voyez-vous, Janine et Denise, lorsqu'un enfant est maltraité à partir de très bas âge, il demeure avec une impression. Oui. Alors, un des deux ou les deux parents ont été durs avec vous, mais à partir de 2, 3, 4 ans, très tôt. Et c'est typique, ça. Vous l'avez dit. Vous dites, mon père était très sévère, c'est une impression.
Et ça peut pas être autre chose. Non. Ça peut pas être autre chose. T'as pas encore les mots. C'est pas, ta pensée n'est pas encore articulée à cet âge-là. Ils ont commencé très tôt à vous briser. Avant même que vous ayez votre cerveau ait la capacité d'emmagasiner des souvenirs précis. Mais oui. C'est méchant, maudit. Aviez-vous des frères et sœurs, Denise? Ben, j'ai seulement qu'une sœur qui est plus âgée que moi. Ouais. Mais parfois, elle me rappelle certaines choses du passé quand je lui demande. Oui. Mais je tiens pas tellement à le savoir. Non, je suis d'accord avec vous. Parce que aussi, elle peut me parler des bonnes choses, mais des mauvaises choses aussi, non. Alors. Denise, dans votre cas, je ne crois pas que ce soit aidant. Non. Non, parce que, vous savez, et ça, je l'ai dit souvent en ondes, Janine a été témoin. Lorsqu'il y a eu trop de misère affective, ça peut être extrêmement troublant de revisiter ce poste-là, particulièrement si on n'a pas de souvenir. Ah oui. C'est bien difficile. Ça veut dire que le blocage est immense. Ben, c'est ça. Je parle de misère affective. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents dans la vie? Ben, mon père travaillait comme à l'aéroport de Dorval, dans ça là. Oui. Comme mécanicien. Oui, c'est un mécanicien. Oui. Il avait un bon métier. Oui. Oui, et votre mère? Ben, elle restait avec nous à la maison. Oui. Quelle sorte de personne c'était, votre mère? Ben, comme moi, à peu près, douce, puis qui parlait pas beaucoup. Oui, continuez. Ben, c'est tout. Mais je sais qu'elle s'entendait mieux avec moi qu'avec ma soeur. Mais c'est pas vrai. Elle me l'avait dit elle-même. C'est pas vrai que votre mère était douce. Je vous crois pas. Non. Qu'elle parlait peu, oui, mais qu'elle était douce, non. Ah bon? Non. Elle en a gardé ce souvenir-là. Non. C'est ça. Non, donnez-nous des exemples de douceur à votre égard. Tu vas voir, Janine, elle n'a pas de souvenir. C'est une idée qu'elle s'est faite. Vous êtes monté un bateau, Denise, je soupçonne. Mais sans doute, non? C'est ça. C'est que l'inconscient, Janine, l'inconscient fait en sorte que la personne se sert des couleuvres à elle-même. Elle dit, ma mère était douce, elle parlait peu. Oui, parce que c'est pas évident, Pierre, de reconnaître que les deux ont été durs. Ben oui, parce qu'elle vient de nous dire qu'elle n'a pas de souvenir. Alors, elle ne peut pas nous décrire la douceur de sa mère. Elle n'a pas de souvenir. Mais elle a préféré se faire croire que sa mère était douce. Bon, OK. Elle dit, mère douce comme moi. Denise se voit comme une personne douce. Ça se peut. Okay. De moi. Non, ça se peut qu'elle soit douce. Denise, ça se peut. Mais pas la mère. La mère n'était pas douce. Mais non. Est-ce que votre mère vous a déjà peigné les cheveux? Mais je sais pas. Janine. Je m'en souviens pas. Janine. Ouais. Janine, c'est pas si sa mère l'a peigné. Hey! Bon, à partir de maintenant, Pierre, si on retourne pas, si on revisite pas tout ça, là. Non, Janine, avec Denise, là, c'est qu'on a tout le temps. C'est ça qui est le fun. Elle a 50 quelques années, et Denise est une espèce de, pas un laboratoire, mais, vous savez, Denise, vous avez vraiment bien fait d'appeler, parce que vous êtes tellement représentative que les auditeurs qui écoutent, là, ils boivent ce que vous dites. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se reconnaissent dans vous que c'est même pas le fun. Mais, ce qui est le fun, c'est que vous permettez à énormément de personnes de se regarder. Là, ils vous écoutent, puis là, ils vont commencer à se regarder. Et au niveau didactique, pour nous enseigner quelque chose de nouveau, de nous-mêmes, vous êtes un exemple extraordinaire. Comprenez-vous votre participation, là? C'est pas vous qu'on va aider cet après-midi, c'est que vous allez nous aider. Mais tant mieux. Denise, est-ce que vous voulez continuer avec nous? On va-tu ensemble un petit peu plus loin dans l'autre bloc? Avez-vous le Non, je pense qu'on va la laisser. C'est correct, Denise? Oui, c'est bien. Comment vous vous sentez, là? Triste. Oui? Bon, Pierre, moi, je voudrais pas qu'on la laisse comme ça. Attends un peu. Triste de quoi? Mais de ce que vous m'avez fait comprendre, non? À savoir? Mais au sujet de mes parents. C'est ça. C'est une bonne tristesse. Bye. Oh, et je vous dis, c'est une bonne tristesse, et je vous dis, bonne tristesse. OK? D'accord, merci. Bye, Denise. Bonjour. Bon, alors, Pierre, on a eu notre dernier appel. Oui. Et, c'est ça. Les gens qui, à 55 ans, 60 ans, regardent ou n'osent pas regarder ce qu'ils ont vécu, notre thème aujourd'hui, c'était le roll-ball. Denise nous appelle, puis elle dit,
j'encaisse. C'est ce qu'elle a dit là au point de départ. Vous avez dit plutôt que c'est figé, que tu étais incapable de réagir. Tétanisé. Bon. Le vrai mot pour ça, c'est tétanisé, c'est-à-dire figé complètement, là. Mais pourquoi Denise nous a appelés pour le roll-ball? Elle en a roll-ball de ne pas être capable de réagir. Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est ça. C'est là, roll-ball, puis elle voit pas comment exprimer tout ça. Elle est dans une camisole de force psychologique qui a été confectionnée par sa mère douce et qui parlait peu. Mais à 60 ans, Pierre, Et son père très sévère. Alors la bonne femme utilisait le bonhomme pour terroriser la petite. Et c'est parti, ça part à l'âge de 2 ans, ça, ces crétins-là. C'est extrêmement difficile d'analyser ça. Extrêmement, parce que ça a commencé avant que tu aies une pensée précise. Que t'as même pas encore de mots, t'es pas allé à l'école. Et tout ce qui lui reste, c'est non pas des choses, mais des impressions. Et son psychisme a effacé. Le psychisme peut effacer les images peut empêcher les images de se faire parce que ça va être trop souffrant. Alors, elle s'est fait à croire que sa mère était douce. C'est extraordinaire. Ouais. Mais elle est douce. Elle, probablement qu'elle est douce. Elle peut l'être. Elle est... Parce que sinon, est-ce qu'elle aurait survécu si elle avait été peut-être rebelle, plus rebelle? Non, est-ce qu'elle serait passée? Il aurait pu la casser davantage, par exemple. C'est qu'effectivement, elle était très sensible et très douce. Oui. Et ils se sont amusés à la terroriser comme une gang de... On voit ça souvent, là, les pères modernes s'amusent à parler à leur petite fille, puis à leur faire peur avec la grosse voix. Puis souvent, la petite, là, qui a 3 ans, elle s'en va dans le coin, puis elle pisse à terre. Et là, tu vois, là, elle vient toute, elle regarde le père, là, puis là, l'urine coule après les cuisses. Et là, l'adulte... Ils font pisser dans les culottes. Ah, Pierre, j'ai entendu ça d'une jeune fille de 17 ans, Pierre. Oui. Elle avait préparé une fête pour des plus jeunes. Puis en tout cas, il s'est passé quelque chose. Puis le père dit, pourquoi t'as fait ça? Elle a échappé des trucs. Puis il a fait ça au visage. Ça saignait. Puis elle dit, en plus, puis devant les petits-enfants qu'elle essayait de gâter, là, elle a perdu ses urines. Elle dit ça a été la dernière fois. Là, on n'appelle pas ça perdre ses urines, on appelle ça pisser dans ses culottes. Oui. Alors, il y a des hommes... Bon. C'est un sport qui est assez répandu, ça, au Québec. Mais le plaisir... Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'un adulte mesure son pouvoir sur un enfant? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le régime québécois. C'est la préparation au futur régime matriarcal ou patriarcal qui veut que les relations se bâtissent dans un rapport de dominant à dominé. Ben oui, mais c'est le Québec. Allumé. C'est ça. Mais oui, mais il y a des retombées positives. C'est un plaisir, ça gonfle ton ego. Qu'est-ce que c'est, là? Ben oui, écoute, t'as des esclaves, puis le monde obéisse, ferme le gueule, puis, tu sais, ça te fait des employés modèles, puis ça te fait des partenaires modèles dans l'intimité. Écoute... Mais Pierre, je lisais ce matin, c'est en Grande-Bretagne, il y avait la reine d'Angleterre, et puis, en tout cas, c'est le 200e anniversaire de la fin de l'esclavage. D'accord? Dans les colonies britanniques. Oui. Et il y a un noir qui s'est avancé, puis il a dit, tous les noirs ici devraient sortir. C'est effrayant, là, l'esclavage. Donc, vous parlez d'héritage. Vous parlez d'héritage culturel. La relation dominant-dominé, Pierre? Ben oui. Ben c'est ça. Mais ça roule autant. Ça roule autant. Je rencontre du monde totalement aliéné, ça n'est pathétique. C'est ça que je vous dis. Il y a un paquet de femmes au Québec qui considèrent les hommes comme étant leur possession, et Fido est un véritable esclave. Et inversement. J'ai vu du monde travailler dans mon entourage qui étaient des esclaves de la bonne femme, et l'inverse est vrai aussi, moins fréquent, mais tout aussi vrai. Et il y a des pays où les femmes, écoute, regarde les femmes voilées, hey! C'est pas de l'esclavage ouvert. C'est quoi, cette babelle-là? C'est 400 ou 500 ans, Pierre. Et peut-être même plus dans certains coins d'esclavage, de relations de domination. Et en plus, dans l'islam, c'est qu'il y a la caution ouverte de battre la femme. Si elle se rebelle, là, amène-la sur le lit, puis frappe-la. Écoute, c'est écrit dans le Coran. Alors, on a vu ça publié, là. Alors, Pierre, c'est pas 12 ans qui vont faire changer des mentalités comme ça. C'est embryonnaire. C'est des êtres humains qui se disent que ça ne leur convient pas, la relation dominant-dominé, et qui vont changer dans leur vie. Mais avant que ça devienne collectif et planétaire, Pierre, ça va prendre du temps. Non, ça peut aller vite. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de groupes qui s'acharnent à me faire taire? Pourquoi qu'il y a tant de groupes qui s'acharnent à me faire taire?
Pourquoi qu'il y a toutes sortes de déclarations la semaine passée qui me traitent publiquement de malade mental, de PMD, de n'importe quoi, de con. Il y a eu des éditoriales dans la presse. Malade, con, n'importe quoi. N'importe quoi. Tous les racistes, sexistes, misogynes, et tout y passe. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on veut se débarrasser de son chien, Pierre? D'un chien. De la lèpre. D'un chien. Ou la rage. Non, la gale. La rage. La gale. D'un chien dont on ne veut plus, on dit qu'il a la rage ou la gale. C'est ça. Parce que le chien... Oh là là. Non, c'est vrai. Parce que là, on touche... De la même façon et ça peut changer très vite. La prise de conscience, OK, de l'inutilité du mur de Berlin, c'est fait instantanément, à un moment donné. Comme un jeu de domino. Pas de leader, rien. À un moment donné, les Allemands, il y en a eu plein le cul du mur de Berlin. Ils sont partis en masse, paf, jette le mur à terre. Pierre Mailloux. Pas de leader, rien. Janine. Vous êtes un idéaliste. OK, vous m'avez taxé d'être idéaliste. Ça fait je sais pas combien d'années, vous en êtes un. Plus j'avance, plus j'en suis sûr. Vous êtes un idéaliste. Parce que, hey, quand tu dis... Janine, oui. Je vois la paille dans ton œil et à l'occasion, il m'arrive d'oublier la poutre qui est dans le mien. Mais l'exemple du mur de Berlin, c'est vrai qu'elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire, hein? Elle n'est pas pire. Pas pire, hein? Mais la relation de personne n'avait prévu, Pierre... personne n'avait planifié, pas de leader, pas de crosseur, mouvement collectif. On en a aujourd'hui. À soir, on en a plein le cul de ça. Ça a été juste ça. À peine annoncé. Ça a été à peine annoncé. Je sais, j'étais à l'information à ce moment-là, puis ça, en liesse, puis en voyant. Donc, c'était fait. Personne n'avait vraiment vu venir ça. C'était tout petit, là. Quand une collectivité en a assez de quelque chose... Il est idéaliste. Il est idéaliste. La vraie nature de Pierre Mailloux. Non, ce qui entretient, ce qui nourrit mon idéal, mon idéalisme, comme tu dis, c'est l'acharnement de mes adversaires. Et la semaine passée, j'ai eu la conviction profonde que j'étais un vrai danger pour le statu quo, pour les crosseurs, pour les dogmatiques, pour toute cette race-là. Comprends-tu? Parce qu'ils se sont ligués comme des chiens, comme une meute. Non seulement, là, c'était plus uniquement les groupes de pression. Là, c'était des individus. Il faut pas qu'on le passe à la TV. Il est dangereux. C'est hallucinant ce qu'il dit. Ça fait seulement 12 ans qu'il le répète. Rien de nouveau. Mais dans les familles, c'est la même affaire. Quand il y en a un qui veut parler trop, c'est avec ça qu'on a travaillé là, pendant plusieurs années. Il veut parler trop, on le casse, on veut le casser. Exactement. Bon, mais c'est pour ça, je dis, on avance à petits pas. J'en reviens pas. Quand je lis dans le journal la semaine passée, puis on casse. Est-ce qu'il faut que je le casse dans ses habitudes alimentaires? Ouais. Et là, la nutritionniste qui dit non, c'est peut-être pas nécessaire, vous allez aller plus par la douceur, vous allez peut-être gagner des points. Non, moi, j'en revenais pas. Écoute, dans le journal de ce matin, page 27, à Le Cave, Rob Merifeld, nous tuons nos enfants avec notre gentillesse. C'est faux. Si c'est vrai qu'il a dit ça, là, congédiez-moi ça du Parti conservateur, puis au plus sacrant. Quel homme! Président du comité. Après 9 mois de consultation, le gars est complètement sauté sur le crâne. Alors, juste pour amener ceux qui viennent de nous prendre, on a parlé tout au long de l'émission du roll-ball. Comment ça se manifeste, vous, quand vous atteignez la limite roll-ball? Ça fait peut-être des années que vous encaissez. C'est ce dont on a parlé. Bon, Pierre, qu'est-ce qu'on peut changer? On parle... Roll-ball. J'en ai roll-ball de tels défauts que je trimballe depuis mon enfance. Admettons, trait de caractère. Vous avez dit tantôt, impulsivité, méticulosité, l'homosexualité. C'est pas un trait de caractère, t'es fabriqué comme ça, OK? Mais vous l'avez invoqué. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer ou très peu? Autre, continuez votre liste. Juste un paquet d'affaires, un paquet d'attitudes. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir tendance à être plutôt retirées. OK? Et effectivement, il y a des personnes qui avaient très peu d'amis, qui affichaient un retrait social de longue date, sont allés en psychanalyse pendant 5 ans, simplement pour être plus heureux, tout en étant tout aussi retirés. Si le fait d'être retiré, d'être plutôt solitaire, est un trait de caractère, OK, tu vas mourir avec.
Mais tu peux accepter. Parce que souvent, on dit, oui, mais mon enfant, il n'a pas d'amis, il n'a pas beaucoup d'amis. Mais oui, mais ton enfant, ça se peut est-ce qu'il est bien, pas d'amis, ou s'il en souffre? Oui, mais il est bien, mais moi, ça me dérange. Ferme donc ta trappe, sacrement. Si le gamin, il est bien comme ça, fiche-lui la paix. Là, vous soulevez quelque chose. C'est parce que tu te dis, un enfant qui est pas capable, qui est plus retiré socialement, il a moins d'appui. Il y aura pas, tu sais, des chums, là, son espèce de réseau. Il n'en veut pas de tes maudites appuis. Mais pour le parent qui voit ça, il peut dire, il est moins bien équipé qu'un autre enfant qui est hyper sociable. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis là. C'est toutes des légendes urbaines. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est des craintes. Les parents peuvent avoir peur. C'est des craintes idiotes qui ne sont pas basées sur l'observation de l'enfant. Comment se fait-il qu'au Québec, il y a autant de mères qui n'observent pas leurs gamins, il y a autant de mères qui ne connaissent pas leurs enfants? Je n'en reviens pas, Janine. Tu peux pas avoir des enfants, les avoir élevés puis pas les connaître. Ça me dépasse. Oui, vous avez pas tort là-dessus. Vous avez pas tort là-dessus. Mais c'est quoi la tribu? Toi, tu t'occupes d'un enfant, tu apprends sur lui. Tu le découvres, puis c'est ça le fun d'être parent. La plupart des parents, la vaste majorité des bonnes femmes ne connaissent pas leur gamin. Bon, alors, autre trait. C'est de le bosser, c'est de lui dire ce qu'il doit penser, c'est de lui dire ce qu'il a à faire, c'est de lui dire d'obéir. Arrêtez en quelque part. Mais, Pierre, si quelqu'un agit comme ça, il n'est pas capable de faire différent avec d'autres. C'est évident. Quand tu n'es pas intéressé à l'être humain, je veux dire, tu feras pas mieux avec tes enfants, tu feras pas pire, tu vas faire ça, ça t'intéresse pas. Toi là, on vit. Toi là, une femme qui s'adresse à une autre femme, toi là, t'es en train de vouloir voler mon mari. Hey, 2 tartes qui échangent. J'ai peur que tu me voles mon mari. Hey, réfléchis, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Fido, il t'appartient pas. Puis si effectivement il t'appartient, on est dans le trouble. Bon, donc Pierre, je retiens une chose. Oui, mais nous autres, on est mariés. Je suis à toi, t'es à moi, pour le meilleur comme pour le pire, jusqu'à temps qu'on crève. Et si ça fait l'affaire des deux... Maudite gang de tarés! Si ça fait l'affaire des deux, ça peut durer longtemps. Bon. Mais oui, mais ce sont des attitudes malsaines. Puis ces 2 caves-là, ça va engendrer des enfants. Puis là, ils vont traiter Maillot de méprisant. Il est méprisant vers les femmes. Maudite gang de niaiseuses. Bon, alors, c'est pas du mépris, c'est un constat. Pierre, vos traits, là, on continue d'un trait de caractère. Non, mais tu comprends l'idée. Mais il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de traits de caractère. Par exemple, le fait d'être... Il y en a qui ont tendance à être avaricieux. Ben oui, l'avarice, ça existe. Être chiche financièrement. Et c'est pas être insécure. C'est vraiment un trait de caractère. Non, c'est pas souffrir d'insécurité. Ça peut. Non. Ça peut être un trait de caractère. On peut être chiche avec l'argent parce qu'on est insécure, parce qu'on a été traumatisé par de la misère sociale qu'on a vécue. Oui. Et ça, ce serait acquis à ce moment-là. Mais Séraphin, c'était pas par insécurité. Séraphin, c'était par avarice. Mais oui, il y en a qui ont le droit d'être avaricieux. C'est un défaut de fabrication, puis ça change pas. Est-ce que tu verrais ça chez l'enfant? Pourrais-tu voir ça si tu dis que c'est un trait de caractère? Il y a des enfants qui se refusent absolument à tout partage de leurs jouets et de leurs joies. Ouais. Et on peut voir des attitudes avaricieuses très tôt dans la vie. Ben oui. Ben oui. C'est parce que c'est rare qu'on entend ça. De toute façon, on ne l'accepte pas. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas bien, ça. Ça prend juste Maillot pour parler de ces niaiseries-là. C'est venu une niaiserie, dans le fond, de banalité, ça. Les travers. Bon, alors, l'avarice... Alors, tu vois, à un moment donné, ces caves-là, ça veut fonder un foyer, ça fait vie commune, et ça se met en frais d'avoir des enfants. Mais oui. Mais là, être chiche, quand t'élèves une famille, la conjointe, la mère des enfants, là, elle va être dans le trouble. Et les enfants aussi. Et là, il faut qu'elle quête auprès de ce maudit cave-là, il faut qu'elle quête chaque scène. Ça ne finit plus. Avec jamais. Le sentiment que cette personne-là te fait une faveur de sortir un quart de 25 cents, c'est ça? Exact. Bon. Exact. Puis là, il faut qu'elle demande 2 pièces. Comment c'est rendu? Ça ne change pas, ça. J'ai vu des femmes adultes qui étaient obligées de quêter de l'argent auprès du conjoint pour aller s'acheter une paire de bonnes nylons. Bien certain, puis se faire dire au retour, mais tu dépenses, hein? Non, attends un peu. Avant de partir. Mais oui, mais t'en as acheté une paire il y a 2 semaines. Pierre, comment ça se fait que t'en as besoin d'un autre paire encore? Vous avouerez qu'il y a des femmes qui ont vraiment
Ils n'ont pas le choix, il faut qu'elles aillent travailler. Sinon, elles n'auront même plus de culottes à se mettre sur les fesses. N'est-ce pas? Oui. Bon. Oh oui, oui. Ah, tout ça existe. Intéressant. Alors, à demain. Je faisais tout juste commencer à aimer ce qu'on fait ensemble, Janine. Oh, Pierre. Ça m'a pris du temps. I am a late comer. À demain. Bye. Bye.